Je n'ai jamais eu un entretien de ma vie comme ça, Pierre. Jamais. Je me suis retrouvée du coup à 18 ans face à ce dilemme. J'ai toujours eu un petit complexe d'infériorité. Je me suis dit, elle c'est vraiment Mozart. Et moi je suis pas Mozart. Et donc est-ce que je peux vraiment aspirer à être vraiment, pour de vrai, dans ce top 10, de ce top 20 mondial? Je me suis promis de faire en sorte que la jeunesse de notre pays ne soit pas mise dans la situation de dilemme que moi j'ai connu, avoir à choisir à un moment radicalement entre le sport et les études. Et puis j'ai adoré mes fonctions ministérielles. Qu'est-ce que tu as adoré dans ça? C'était vraiment le job d'une vie parce que vous avez les moyens d'agir. Et en plus une adrénaline de la responsabilité qui parfois certains matins fout le vertige. Le CNOSF peut procurer au sport français une stabilité et un ancrage institutionnel qui compense l'instabilité politique du moment. Il vaut mieux être ministre des Sports ou patron du CNSF pour vraiment avoir de l'impact sur le sport? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Amélie Oudéa-Castéra, qui est la patronne du sport français du CNOSF. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui ai de la chance, merci. Écoute, j'en profite pour remercier Thomas Remoller qui a rendu possible cette rencontre et je te propose qu'on commence tout de suite avec la question qui bouscule un petit peu quand je commence mes épisodes, c'est comment on s'entraîne à devenir Amélie Oudéa-Castéra? Alors, question en effet qui bouscule. Et puis c'est une Amélie qui est encore en construction et en fortification. Moi, je suis pas encore là où je voudrais qu'on soit. Donc, j'essaie de m'améliorer encore au quotidien, de corriger des petits défauts de caractère, d'attitude, d'approche pour essayer d'être la plus impactante possible au service du sport français. Ouais. Mais tu vois, quand je pose cette question-là, c'est comment on s'entraîne à devenir qui on est devenu. C'est que la plupart des temps, j'ai des super invités sur ce podcast, évidemment. Donc, c'est des gens qui ont plutôt bien réussi dans ce qu'ils ont entrepris professionnellement, à minima. Et ce qui me taraude à chaque fois, c'est comment on a réussi à muscler les différents muscles qui nous ont amenés là où on est allé. Ouais. Comment on a construit cette boîte à outils pour en arriver là où on est arrivé. C'est un peu ça, c'est derrière cette question. Ouais, et j'aime bien cette question parce que moi, j'ai une première vie de sportive de haut niveau dans laquelle il s'est passé plein de choses, il s'est structuré plein de choses dans mon caractère, mes manières de faire. Ensuite, j'ai des études qui m'ont emmené plutôt vers la chose publique, donc ce goût, ce sens de l'intérêt général qui est hyper présent, qui est peut-être plus présent que jamais en moi aujourd'hui. Ouais. Et après, j'ai fait près de 15 ans dans des grandes entreprises privées, dans les COMEX, côté AXA et Carrefour, COMEX du CAC 40, où j'ai appris aussi énormément de choses sur le travail en équipe, la dynamique des entreprises, l'esprit d'initiative qui m'ont énormément forgé. Et ensuite, mon expérience ministérielle qui m'a permis, au fond, de mélanger tout ça avec une expérience de très, très haute pression avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu fort de tous ces chapitres de vie que j'ai le sentiment de pouvoir tout assembler et le mettre plus que jamais au service de ce projet qui m'anime, qui est d'emmener le sport français, le mouvement sportif français à l'étape d'après de sa maturité. Ouais, c'est fabuleux. Tu as annoncé le plan de cet entretien, un peu 4 grands chapitres dans ta vie. Il y en a évidemment bien plus. Revenons sur le premier chapitre, qui est celui de ta carrière de sportif de haut niveau. Souvent, quand on commence, pas forcément dans la vie professionnelle, mais quand on fait nos premiers choix d'enfants ou d'adolescents, ils sont souvent aussi drivés par ce dans quoi se projettent les parents. Toi, tes parents, ils se projettent dans quoi pour toi ? Alors, mes parents étaient fous de tennis. D'accord. Ma mère avait appris à jouer à mon père. Ma mère était une très bonne joueuse. Elle avait été en équipe de France junior, très bien classée. Et en fait, on passait, nous, nos week-ends entiers dans notre club de tennis. Et j'ai une sœur qui a 4 ans de plus que moi, qui jouait elle-même très bien. Et en gros, le hobby familial, c'était, on arrivait tôt le samedi matin, on rentrait tard le samedi soir, le dimanche rebelote et on rentrait pleine de terre battue chez nous le dimanche soir en s'étant pensé, en ayant vu nos copains, en ayant vu nos parents jouer, en ayant déjeuné au club de tennis, en ayant parlé, mangé, bu tennis. Et en fait, mes parents, ils m'ont transmis ça, d'ailleurs, dans une famille qui plus largement était, y compris au niveau de mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, dingues de sport et de tennis en particulier. Et du coup,
il y avait une espèce d'envie de nous voir, ma sœur et moi, progresser et devenir fortes au tennis. Il se trouve qu'en plus, moi, j'ai démarré dans ce petit club du Val-de-Marne, au Perreux-sur-Marne, où j'adorais mon premier enseignant de tennis. En fait, 2 frères qui successivement m'ont transmis le meilleur de ce qu'ils avaient compris du tennis. Ouais. Et du coup, au début, la vraie passion, c'était jusqu'où Amélie ira. Et en fait, aspirée par ma sœur qui me tirait vers le haut avec ses 4 années de plus. Et en fait, de fil en aiguille, tout en gardant un bon niveau dans les études, les choses s'enchaînent, je fais des tournois, ça marche, je pars sur le circuit international, ça marche, jusqu'à un moment où je commence à gagner des titres au plan national. Et puis, mon premier titre international de officieuse championne du monde des moins de 14 ans en gagnant l'Orange Bowl à Miami. Et c'est là que la question des premiers choix se pose, parce que je commence à partir 20, 25, presque 30 semaines par an loin de chez moi. Donc il n'est plus du tout possible de maintenir une scolarité normale. Et donc la question, c'est est-ce que mes parents, moi j'avais une mère qui était DRH de boîte du CAC 40, un père haut fonctionnaire, énarque, investi dans les directions de cabinet ministériel. La question c'était est-ce qu'on autorise notre fille à tenter le coup? Et là, il me donne le go. Et là, il me donne le go. Donc, je pars sur un programme d'horaire aménagé, puis ensuite de cours par correspondance, seconde, première, terminale. Je ne vais plus à l'école, je fais plus que des cours à distance. Et donc, il me laisse faire tout ça à une condition, c'est d'être sérieuse sur mon programme d'études, de bien rendre mes devoirs à distance avec le CNED, etc. Et donc, mes parents me suivent dans cette aventure et petit à petit se passionnent de ça. Et notamment mon père qui était... au fond, lui, il trouvait que le talent que j'avais dans le tennis, il était beaucoup plus rare que le talent que je pouvais avoir dans les études, et il m'a toujours beaucoup poussé, beaucoup encouragé. Ma mère, c'était plus nuancé, parce qu'elle voyait qu'il y avait aussi parfois une dimension un peu asséchante dans la vie sur le circuit, où on est un peu tout seul dans des halls. À l'époque, il n'y avait pas en plus le portable, donc il n'y avait pas la connexion aux autres, il n'y avait pas la sphère sociale et tout ça. Et donc, c'est vrai que tu passes un paquet d'heures dans des halls d'aéroports, de gares, tout seul dans ta chambre d'hôtel et dans un rythme qui est ultra compétitif parce que tu es un peu tout seul. Le tennis, c'est un sport individuel. Donc, face à une adversité, face à un monde où le regard que les gens portent sur toi, y compris tes partenaires, tes sponsors, le monde fédéral, etc., va changer du tout au tout selon que tu gagnes ou que tu perds. Donc, c'est des rythmes qui sont incroyablement compétitif et exigeant. Et ça, faut que tes parents, ils aient envie de te voir heureux, épanoui. Et il y a eu des moments où c'était plus difficile. Donc, à un moment, le choix de revenir à quelque chose, à une vie un peu plus équilibrée, s'est reposé. Quand moi, j'ai senti que je deviendrais peut-être pas une toute championne de premier niveau. Voilà. Et pourtant, il y a Jean-Luc Cottard que tu connais. Qui disait mon premier entraîneur à la fédération. Avec le recul, il disait qu'Amélie Castora aurait très bien pu faire une carrière et aller chercher à minima le top 100. Oui, lui, il me voyait même dans le top 10. Il l'avait dit à mes parents à l'issue d'une Coupe d'Europe où on avait terminé en finale avec l'une de mes grandes amies du moment qui est restée l'une de mes plus grandes proches en fait. Alors Amélie Mauresmo, pas dans cette compétition, mais une jeune femme qui s'appelle Emmanuelle Curuchet. Et c'est vrai que j'avais vraiment extraordinairement bien joué dans cette compétition qui s'était disputée en Italie. Et à l'époque, Jean-Luc me voyait rentrer dans le top 10 mondial et avec des perspectives géniales. Bon, moi, j'ai fait ensuite les demi-finales de plusieurs tournois du Grand Chelem Junior. J'étais dans les 10 au classement international des juniors. Et simplement, j'ai grandi en même temps que des femmes comme Martina Hingis, comme Anna Kournikova. Et par exemple, par rapport à Martina, j'ai toujours eu un petit complexe d'infériorité. Je me suis dit, elle, c'est vraiment Mozart. Et moi, je suis pas Mozart. Et donc, est-ce que je peux vraiment aspirer à être vraiment, pour de vrai, dans ce top 10, de ce top 20 mondial ? Parce que j'ai des facultés dans les études, j'adore apprendre. C'est à cette condition que ça vaut le coup de sacrifier ce parcours universitaire et académique qui peut être lui-même assez performant. Et je me suis retrouvée du coup à 18 ans face à ce dilemme. Et la réponse que j'ai apportée, c'est au fond, je pense que je serais plus à mon aise dans les études, j'aurais une vie peut-être plus épanouissante. J'ai déjà construit tout ça dans le monde du tennis. Peut-être qu'un jour je reviendrai au sport, on verra.
Et pour l'instant, il faut que je reconstruise ce bagage que j'ai un tout petit peu écorné avec ces années loin des bancs de l'école. Ouais. Et donc, priorité à, au fond, cette approche plus académique. Ouais. Mais les nanas comme Anna Kournikova, Martina Hingis, est-ce qu'elles avaient le double cursus comme toi t'avais? Parce que toi, tu étais forte à l'école. Elles, est-ce que c'était pas le tennis ou rien? Et c'était un déterminant fort pour leur réussite. Et c'est intéressant parce qu'au fond, Martina Hingis, elle a arrêté une carrière assez vite, justement peut-être un peu... précipité, un peu grisé par cette précocité extrême, mais qui lui a peut-être pas permis de se développer jusqu'au bout. Là où, et je trouve que c'est un très bon benchmark, Amélie Mauresmo ne s'est pas précipitée. Elle a pris le temps de la maturation de son jeu, de sa technique, de son physique. Elle était passionnément tennis, complètement amoureuse de ce sport. Et elle s'est donné plus de temps que ce que moi je me suis donné. Et in fine, elle a fini numéro 1 mondial. Ouais. Ce qui est pour moi une formidable leçon, que quand vous avez le sentiment d'être dans votre zone, d'être sur quelque chose qui est vraiment votre vie, votre talent, votre aspiration singulière, c'est important de savoir donner un peu de temps au temps, de pas forcément regarder à droite, à gauche les météorites, et leur rythme des Mozart, mais on peut être extraordinaire dans ce qu'on fait et bâtir quelque chose de fantastique, de durable et d'extraordinairement performant. Okay. Et j'y pense souvent parce que, à plusieurs niveaux. D'abord parce que je me suis promis dans les fonctions aujourd'hui, qui ont été d'abord les miennes de ministre des Sports, mais aussi dans mes fonctions qui sont aujourd'hui, de faire en sorte que la jeunesse de notre pays ne soit pas mise dans la situation de dilemme que moi j'ai connu, avoir à choisir à un moment radicalement entre le sport et les études. D'arriver à les équiper à travers une évolution des parcours universitaires, des aménagements qui sont proposés à nos sportifs de haut niveau, pour qu'ils puissent le plus longtemps possible porter un double projet. Ouais. Ça, c'est fondamental. Ça a été un des marqueurs de mon action au ministère des Sports et des Jeux Olympiques, aux Paralympiques. On y reviendra peut-être, Pierre. Bien sûr. Et c'est aujourd'hui un marqueur de mon action et je vais rien lâcher. Ouais. On a mis au point une solution qui est hyper innovante, qui s'appelle EPTA, avec le tout premier diplôme conçu spécifiquement pour les sportifs de haut niveau en France, avec Centrale Supélec, Sciences Po et l'ESSEC, Sciences Po qui est cher à ton cœur, et de faire en sorte de prolonger ça pour que la nation sportive qu'on veut bâtir, elle permette vraiment de faire toute sa place au double projet. Aujourd'hui, on sait qu'on est hyper admiratif du modèle d'université américaine, les Stanford et autres. Moi, je considère qu'avec l'INSEP et ces 3 grandes universités et écoles françaises, on a mis en place un embryon d'INSEP, de Stanford à la française. Et il faut qu'on aille au bout de ce rêve. Moi, j'irai au bout de ce rêve. Et l'autre leçon que je tire, c'est cette idée qui est partageable, je pense, à chacun, de pas trop se comparer aux autres, de se laisser mûrir à son propre rythme, dès lors qu'on sait où on va, qu'on est dans quelque chose qui correspond profondément à ses convictions et à ses goûts, à ses aspirations, de se laisser le temps de mûrir comme le bon vin. La question, c'est que tu as parlé d'Amélie Amélie Mauresmo, qui a pris le temps de parfaire son œuvre d'athlète de haut niveau. Est-ce que toi, quand tu t'es dit que tu allais finalement faire le choix des études, tu t'es dit, par exemple, qu'une Amélie Mauresmo, elle serait meilleure que toi, elle te boucherait la voie pour être la Mozart français à minima? Est-ce que du tennis? Ouais, du tennis. Est-ce que non, c'était Mozart ou rien du tout dans ton côté? J'étais plutôt justement en avance sur Amélie Mauresmo. Ouais. Et justement, à l'époque, le point de comparaison, c'était les Mozart. Ouais. Et ce que j'aurais dû intégrer davantage, c'est que en fait, on a tous nos chemins pour arriver à être Mozart, et que il y a eu d'autres grands compositeurs qui ont fait des choses absolument extraordinaires, mais qui ont pris plus de temps. Et Amélie Mauresmo s'est donné ce temps-là. Moi, je sais pas si j'y serais arrivée. Ce que je sais, c'est que quand on veut aller quelque part, il faut se donner du temps. Et je pense à ça aujourd'hui dans mes fonctions, à la tête du Comité national olympique et sportif français, parce que justement un peu loin de l'instabilité politique, un peu loin du rôle très politique d'un ministre où tu dois essayer d'avoir tout le temps, d'imprimer, d'avoir ta bobine dans les journaux, de montrer que t'es sur ci, que t'es sur ça. Là, j'ai le temps. J'ai du temps pour inscrire mon action au service du sport français dans la durée, en profondeur, et je veux utiliser à bon escient ce temps-là. J'ai 4 ans, et c'est beaucoup 4 ans. On peut faire plein de choses en 4 ans.
Tu crois qu'on peut faire plein de choses en 4 ans avec Oui, je pense qu'on peut 2 faire ans 4 ans. d'instabilité Et politique? en plus, rien ne m'interdit, si j'ai un bon bilan, de continuer cette bien sûr. œuvre-là, un mandat peut-être supplémentaire après. On Ouais. verra, ça, ce sera Ouais, bien sûr. une question pour dans 3-4 ans. Mais en tout cas, il y a la faculté, avec de la stabilité, d'ancrer une action qui doit être vraiment centrée sur le fond, loin de l'esbrouf, loin de l'image, loin de l'espèce de petite course à l'échalote qui a tellement pollué le monde politique. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis sur un engagement de société civile avec l'envie, pas d'être dans la com, pas de surfer sur des trucs, mais vraiment d'ancrer en profondeur des progrès dans nos politiques publiques du sport. Ouais, on va revenir longuement sur ce sujet. Je voudrais juste clore un peu le chapitre familial et construction de l'enfance et de l'adolescence, ou début de la vie adulte. Qu'est-ce que tu as appris de cette carrière de sportif de haut niveau qui te sert encore tous les jours? Énormément de choses. D'abord, de l'humilité. Cette idée que si vous bossez pas très dur, que vous vous remettez pas constamment en question, que vous n'allez pas chercher constamment des manières de vous améliorer, impossible d'être bon et impossible d'être le meilleur a fortiori. Donc ça, cette espèce d'humilité du travail, de savoir qu'on doit constamment apprendre, affiner ses raisonnements, les mettre au goût du jour, remettre l'ouvrage sur le métier, ça c'est fondamentalement ce qui fait que je suis jamais installée. Et parfois c'est dur parce que il y a aussi une forme d'ingratitude qui va avec ce caractère profond en tout cas d'inconfort qui va avec ce caractère profond du sportif de haut niveau, parce que vous êtes insatisfait, vous êtes structurellement insatisfait. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont en commun les sportifs de haut niveau avec, par exemple, Pierre, tu le sais, les entrepreneurs. Bien sûr, c'est qu'on veut toujours aller gagner et chercher plus. Donc ça, cette caractéristique-là, cette humilité, ce goût de l'effort, la discipline aussi, bien sûr. Et accepter de perdre des points. Et accepter, j'allais venir exactement à ça. Il y a vraiment un côté, et moi qui m'a forgé pour toute ma vie, que le meilleur gagne. Et s'il y a des gens meilleurs, fine, aucun problème. D'accepter et d'être inspiré par la réussite des autres, par ce qu'ils accomplissent d'extraordinaire, et de se laisser aspirer par ce qui fait que, par exemple, moi, la jalousie est un sentiment qui m'est totalement étranger. Pourquoi ? Parce que, en fait, je considère que, in fine, ceux qui réussiront, c'est ceux qui ont bossé plus dur, plus fort, plus juste que les autres. Et donc, il n'y a aucune raison de les jalouser. Il faut au contraire les admirer, les féliciter et s'en inspirer. Tu parlais tout à l'heure de ta volonté de créer les conditions de prolongation d'un double projet, d'être à la fois sportif de niveau et de mener des études de très nouveau. Tu n'as pas pu disposer de ça et tu aurais sans doute voulu avoir ce Stanford à la française à l'époque. Toi, tu as du coup choisi des études parce que tu étais bonne à l'école. Aujourd'hui, dans tes 3 enfants, tu as un de tes 3 enfants qui a un magnifique prénom, puisqu'il s'appelle Pierre, il me semble, et qui est surtout exactement un sur super, ce type de parcours. un super athlète. Il est dans les meilleurs français, voire peut-être le meilleur français, je ne me rappelle plus exactement. Dans les 3-4 meilleurs, oui. Mais il a 14 ans, 15 ans. Dans 3-4 ans, il va falloir qu'il décide aussi, peut-être. Et j'aimerais justement que la fatalité ne soit pas qu'il aille aux États-Unis. J'aimerais qu'il ait le choix, en Europe et si possible en France, d'avoir justement... Et ce que je dis là pour mon fils, je le transpose à tous les parents de France qui ont un enfant, qui ont un don dans le sport et un goût pour ça. Et cette possibilité, après le bac, de poursuivre des études supérieures à haut niveau et un investissement dans un talent sportif de premier plan. Parce que je pense que ça forge des êtres du coup ultra construits, ultra complets, et qu'il n'y a pas de raison que les plus ambitieux d'entre nos talents en France, et ambitieux au sens le plus noble du terme, des gens qui sont cortiqués, qui ont des facultés athlétiques formidables, moi, j'ai pas envie qu'ils partent forcément aux États-Unis. J'ai envie qu'ils aient le choix, j'ai envie qu'ils puissent continuer à représenter la France, à grandir ici, à bonifier le modèle sportif français pour inspirer d'autres athlètes français tricolores, et qu'on soit capable, en tout cas nous en France, de proposer ces solutions-là
je trouve qu'on le leur doit. Moi, j'ai veillé à ce qu'on multiplie par 3,5 les places en sport-études. Il y en avait 10 000 il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, on est dans le process pour qu'il y en ait 30, peut-être même 35 000, et qui est du coup une solution avec des horaires aménagés où on peut sortir à 13 ou 14 heures quand on est un haut potentiel sportif et du coup consacrer son après-midi à la pratique de sa passion. À proximité de chez soi, si possible à moins de 30 minutes de chez soi. Eh bien, cette transposition de la même ambition dans le supérieur, on la doit à nos potentiels sportifs, à nos talents. Tu connais l'association Mens Sana Incorpore Sano qui cherche à créer des classes un peu sport plutôt sur le secondaire? Je ne sais pas si tu es au courant de cet asso, non? Non, je sais ce que fait Frédéric Longuepé. Ouais, bah c'est celle-ci. C'est celle-ci. Ok, ouais, d'accord. Je ne me souvenais plus du nom de cette association. Ouais, je sais qu'il est avec un de ses partenaires. Et alors moi, typiquement, tu vois, Pierre, j'ai sorti il y a quelques jours avec le Comité national olympique et sportif français et tout un petit groupe de travail qu'on a mis sur pied avec des chercheurs, des professeurs de santé et des athlètes de haut niveau, anciens ou nouveaux. Par exemple, un Stéphane Diagana, une contribution pour le CESE dans le cadre de la Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant, où j'ai dit qu'au-delà de ces solutions pour les hauts potentiels sportifs, moi, je voudrais que les enfants de notre pays sortent à 4 heures, à 16 heures l'après-midi, pour qu'on ait la capacité, quand ils ont un centre d'intérêt, mais ça vaut en matière sportive, mais aussi en matière artistique, culturelle, peut-être même un jour technologique, etc., la capacité d'avoir ce temps extrascolaire pour s'investir dans des centres d'intérêt. Je pense que c'est les meilleurs services à rendre à notre pays. Et en la matière, nos clubs sportifs peuvent accueillir la jeunesse de notre pays avec une offre diversifiée, avec des éducateurs formés, avec une montée en puissance de nos solutions pour accompagner les jeunes, mutualiser les équipements sportifs, en construire de nouveaux, pour faire en sorte qu'on sache proposer ces solutions qui permettront l'épanouissement de nos enfants en complément de tout ce qu'apporte l'école. On va clore le premier chapitre sur lequel tu as commencé à envoyer des trucs sur les réformes que tu es en train de mener, mais je vais tenir ma trame si tu le veux bien. Parce qu'en fait, tu fais ce choix d'aller vers des études et tu es brillante, et encore une fois, tu fais de superbes études. Et tu vois, je me suis intéressé à comparer les parcours académiques des 30 dernières années sur les ministres des Sports et président du CNOSF. Et voilà ce que me dit mon ami Le Chat de Mistral, utilisez Mistral. Amélie Oudéa-Castéra détient le parcours académique le plus complet et prestigieux. Diplômée de 4 institutions majeures françaises, ce quadruple cursus est sans égal parmi tous les ministres des Sports et présidents du CNESF recensés depuis 30 ans. Pourquoi je t'amène sur ça ? C'est que finalement, à travers ta personne, et je ne fais pas un espèce de culte du parcours académique d'excellence française, mais finalement, aussi bien au ministère des Sports qu'au président du CNSF, on a quelqu'un qui a fait l'ENA, qui est sorti à la Cour des comptes, on y reviendra. Et donc, tu as un parcours qui correspond au parcours des gens qui sont souvent à la tête des grandes directions, des grands ministères ou des grands ministres. Donc, est-ce que tu arrives à capitaliser sur ce réseau que tu as pu concevoir dans ces études, dans ces années d'études, au profit du sport français? Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on a quelqu'un d'aussi capé à ce niveau-là en sport. Je caricature et ne venez pas me faire un procès d'excellence. Je suis vraiment en train de me dire, est-ce que c'est pas en fait une chance qu'on ait quelqu'un comme toi? Et je ne vais pas faire l'apologie, je suis pas là pour ça, mais dire c'est un peu le moment d'aller capitaliser sur ces réseaux que tu as pu construire au cours de ta carrière et de tes études. Absolument. Alors d'abord, moi, comme j'ai arrêté un parcours sportif qui était lancé à très haut niveau, si j'étais condamnée à l'arrêter, il fallait que ça serve à quelque chose. Donc, il fallait que je mette la même exigence dans ce que j'allais apprendre. Et puis, ayant été loin des bancs de l'école pendant 3-4 années, avec ces cours par correspondance, où j'avais plus de soutien scolaire, j'étais plus dans l'émulation d'une classe, etc. Moi, j'avais une soif énorme d'apprendre. Et d'abord, d'aller vers ce qui était mon intérêt pour la chose publique. Donc, ce choix de Sciences Po pour forger cette culture citoyenne que la vie sur le circuit, où tu n'as pas beaucoup de temps pour lire, en tout cas, tu n'es pas mis dans cette dynamique-là. J'avais besoin de reconstruire ces couches de connaissances. Et en même temps, je savais que j'avais envie de découvrir l'entreprise. Parce que pour moi, rien de pire
que ces silos entre le public et le privé. Moi, ce que j'adore, et je pense que la France doit développer ça, c'est l'enrichissement entre des trajectoires de public et de privé. Et donc, j'ai voulu faire une école de commerce parce que je me disais, même si un jour je suis là pour être haut fonctionnaire, servir la chose publique, il faut que quand même j'ai des vraies notions économiques et de gestion. Et je suis hyper contente de le faire parce que cette culture économique, elle me sert aujourd'hui quand, par exemple, je dois travailler, comme je le fais, sur la modernisation des modèles économiques de nos fédérations et de nos clubs sportifs. Et ta question, elle est ultra importante. Tu vois, par exemple, Sciences Po, on a un réseau que tu connais par cœur d'alumni. Moi, hier, je partageais un moment avec Louise Vassy, le directeur de Sciences Po, pour justement évoquer avec lui ce qu'on peut faire pour que nos sportifs de haut niveau continuent d'être accueillis dans les meilleures conditions possibles demain à Sciences Po. Sachant que la filière pour les athlètes, moi je me réjouis parce qu'aujourd'hui l'ESSEC, c'est un des partenaires de EPTA que j'évoquais tout à l'heure. Ils sont Sciences Po et l'ESSEC, je les ai mobilisés pour construire avec Centrale Supélec, que je ne connaissais pas et que d'autres m'ont amené, la faculté à bâtir ce diplôme, le premier diplôme spécifiquement conçu pour les sportifs de haut niveau en France, et qui prend du coup un bout de Sciences Po, un bout de l'ESSEC, un bout d'école d'ingénieur, pour avoir un diplôme qui est unique et fabuleux. Donc, tu vois, là, j'ai leveragé mon réseau et la connaissance de ces écoles, des bonnes personnes au sein de ces écoles, pour bâtir quelque chose d'unique, sans précédent pour nos athlètes, et qu'il faut maintenant qu'on arrive à passer à l'échelle, à faire vraiment grandir, pour aller construire ce Stanford à la française. Ensuite, moi, tu vois, sur un projet comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, cette compétence que j'ai pu développer dans le privé de la gestion de projet, elle m'a été décisive. Et les réflexes que j'ai eus en arrivant à un peu moins de 3 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques, au cœur de la machine État, et en bâtissant tous les reportings permettant de savoir exactement où on était dans la gestion du projet, avec une allocation très fine des rôles, des responsabilités de chacun, des indicateurs et le suivi hyper méthodique. Ça, c'est parce que j'ai drivé en entreprise des projets de transformation que j'ai pu apporter ça et être hyper complémentaire des préfets, des DIJOP qui, eux, avaient cette culture du public et de l'interministérialité. Et en fait, c'est pour ça qu'au total, notre équipe de France, elle a été aussi performante, c'est qu'on a chacun apporté ses bouts de connaissances, de trajectoires, de parcours. Et c'est vrai que moi, ça m'a super bien armée d'avoir fait ces différentes écoles. Et aujourd'hui, quand il faut bosser avec les facs, le fait d'avoir été à la fac, d'avoir fait du droit à la fac, je sais comment on peut optimiser les emplois du temps, comment on peut trouver des manières d'accompagner par du tutorat, par des aménagements de scolarité, nos sportifs de haut niveau, parce qu'il n'y a aucune raison que nos sportifs ne soient pas les premiers passionnés de ce qu'ils peuvent apprendre dans les facs et les universités françaises. Je reviens sur ma métaphore de la boîte à outils. Tu sais, ce qui m'importe beaucoup, c'est comprendre la boîte à outils de mes invités. Donc toi, tu as fait en effet ces 4 institutions, donc l'ESSEC, Sciences Po, l'ENA et Paris 1. De l'ENA, tu en ressors à la Cour des comptes, donc dans la botte, c'est ce qu'on appelle la botte. Donc c'est les 12 ou 15 meilleurs étudiants de l'ENA. Tu choisis la Cour des comptes. Pourquoi tu choisis la Cour des comptes et qu'est-ce que tu apprends de ces années de ces années d'études J'ai adoré ce que j'ai fait à la Cour des comptes, parce que c'était pour moi vraiment la bonne utilisation des deniers publics. Exactement, et on voit à quel point cette question de l'efficacité de la dépense publique, de la dépense fiscale, le pilotage de notre solde budgétaire, de notre solde d'endettement. Aujourd'hui, c'est quasiment la question la plus importante qui sera déterminante. Donc là aussi, ce bagage, cette conscience-là, elle est phénoménale pour moi. Elle est ultra utile. Et par exemple, aujourd'hui, quand je porte les intérêts du mouvement sportif, je le fais avec un esprit de responsabilité. Je le fais pas à l'emporte-pièce ou en réclamant toujours plus pour essayer d'avoir toujours plus et de dire gna j'ai glané. Non. On est vraiment sur l'analyse de attention. Là, au contraire, le sport est un investissement. L'efficacité de la dépense publique dans le sport, elle est très forte, elle est établie. 1 euro dans le sport va être 13 euros d'économiser sur tout un tas de choses comme l'échec scolaire, comme la délinquance, comme les dépenses stériles en matière de prévention, en matière de lutte contre l'obésité ou contre la sédentarité ou contre les psychotropes. Le sport permet d'éviter cette dépense et de réactiver beaucoup plus des politiques de prévention. Donc, tu vois, ces calculs d'efficacité de la dépense publique, c'est au cœur de ce que... Et en même temps, je dis toujours, le sport doit faire sa part d'effort,
Donc j'essaie d'avoir C'est quoi la part des conscience de la fonds sport responsabilité. Ça veut dire que par exemple là, j'écris à la ministre, j'écris aux parlementaires, on est sur une baisse des budgets de l'ordre de 4%. J'estime que c'est pas dramatique que le budget des sports baisse de 4% quand on sait qu'on doit faire un effort compris entre 25 et 40 milliards d'euros et qu'on doit aller chercher un retour le plus rapidement possible de notre déficit public sous les 5%. Donc j'essaye de me battre à bon escient, de montrer la part d'effort que chacun des secteurs, y compris le sport, doit faire. En même temps, j'attire l'attention sur le fait que certains pans, par exemple le passeport, ces politiques de soutien pour la pratique des enfants, des foyers modestes, c'est vital et on ne peut pas rogner sur ces dépenses-là. Et j'essaie aussi de montrer que je drive une vraie logique de modernisation des modèles économiques du sport en allant chercher du mécénat, en allant chercher du sponsoring, en allant réfléchir à des fonds d'investissement pour attirer des capitaux nouveaux, pour par exemple bâtir des infrastructures sportives. Je bosse avec la Caisse des dépôts et consignations pour aller chercher des prêts bonifiés, des prêts à taux zéro. Je sollicite des organismes bancaires comme la BPCE, comme la Banque publique d'investissement aussi, pour qu'ils nous aident à financer cette filière. Donc tu vois, je diversifie et je suis pas juste sur une réponse de l'État doit tout payer, parce que ça, c'est terminé. Il faut aller au-delà de ces raisonnements et je vais aussi chercher l'argent public où il y en a. Par exemple, dans les fonds européens, par exemple aussi dans les CAF, dans les organismes sociaux qui ont tout à gagner à avoir par le sport, par la promotion de l'activité physique et sportive, des dépenses à payer en moins avec des investissements rentables. Et aujourd'hui, on le voit, il y a par exemple des démarches qui ont été lancées dans le sud de la France autour de la prévention des maladies cardiovasculaires et qui montrent que d'investir dans la pratique physique et sportive, ça permet d'économiser des choses sur les budgets santé du pays. Mais ce caractère préventif qu'apporte le sport, préventif d'un point de vue sanitaire ou social ou culturel, en fait, on n'arrête pas de le factualiser 1 pour 13. Tu dis, mais à quel moment, et tu as bien fréquenté la classe politique française ces dernières années, les politiques, les gouvernants, comment on fait pour qu'ils considèrent un peu mieux la chose sportive et l'intérêt et les externalités positives d'investir dans le sport? Parce que ça, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, d'où, par exemple, le fait de rendre connue cette expérimentation qui est faite sous la houlette du couple Odile et Stéphane Diagana dans le sud de la France et qui aujourd'hui a des résultats probants. C'est une expérimentation sur la prévention des maladies cardiovasculaires qui concerne plus de 450 personnes et on s'aperçoit que ça fait déjà économiser plusieurs millions d'euros à l'assurance maladie. Et donc, en faisant connaître la réussite de ces expérimentations qui sont permises par la loi de financement de la sécurité sociale, en faisant en sorte qu'on aille parler à nos députés, à nos sénateurs, qu'on arrive à avoir la Caisse nationale d'assurance maladie, Thomas Fatome, qui est très sensibilisé à ces sujets-là, pour porter ensemble la montée en puissance de ces expérimentations, parce que toutes les évaluations aujourd'hui médico-sociales disponibles, elles montrent que promouvoir le sport, c'est gagnant pour les budgets sociaux du pays. Donc, il faut qu'on continue. C'est des coalitions d'efforts, de plaidoyer, c'est porter tout ça. Et c'est pour ça que je veux que le CNOSF il soit fort. Moi, je me bats pour qu'on pèse dans le programme citoyen. On pèse dans le game. Donc là, on fait un plaidoyer pour les élections municipales. L'année prochaine, je lance avec tous les territoires un plaidoyer pour qu'on ait une contribution du mouvement sportif à la présidentielle. Il faut que la voix du sport se fasse entendre pour qu'on pèse davantage sur les décisions publiques. Un projet proposé pour la présidentielle, on en parlera plus tard. Pour mettre le sport au cœur des débats et des réflexions des candidats. Tu as commencé à me dire que finalement, dans le privé, chez AXA, chez Carrefour, tu as appris plein de méthodes de management, des objectifs, des ownerships, et puis on avance vers un même but commun. Qu'est-ce que tu as... La transversalité dans les entreprises, sur les projets de transformation. Moi, j'étais en charge de la transformation marketing et digital. Et ça, c'était fondamental. Casser tous les silos. Ça, et toi, dans mon rôle de ministre des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce que j'ai réussi à faire au gouvernement, qui a fonctionné sans couac, on le dit jamais, mais on a quand même eu un gouffre sans couac pour l'ensemble de cette aventure, eh bien, c'est aussi parce que j'arrivais à distribuer la balle entre tous les acteurs des portefeuilles ministériels et de faire en sorte que tout notre gouvernement, il ait bien la bonne info au bon moment et que chaque ministre puisse jouer sa partition au bon moment. Puisque, un peu comme sur un terrain de foot, moi je donne parfois l'exemple un peu d'un numéro 10 qui sur un terrain de foot doit distribuer la balle et faire en sorte que voilà, il y ait une vision d'ensemble et qu'ensuite chaque joueur à son poste sur le terrain puisse
jouer le meilleur coup qu'il a dans son jeu. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Sébastien Lecornu côté armée, avec Gérald Darmanin à l'intérieur, avec Catherine Vautrin à la santé, avec Olivia Grégoire sur tout le volet tourisme et consommation. Moi, j'avais des partenaires de jeu formidables et vraiment en leur permettant de savoir quel coup ils pouvaient aller jouer à quel moment pour faire en sorte qu'on soit un partenaire le plus costaud possible pour le comité d'organisation de Tony Estanguet. Et du coup, ma question sur ces 13 années dans le privé, donc AXA, Carrefour, tu l'as dit au COMEX à chaque fois, donc des postes hyper haut placés. Qu'est-ce que tu as appris d'un Henri de Castries ou d'un Alexandre Bompard, à part que c'était passionné de tennis, et donc vous avez ça en commun, en tout cas Alexandre Bompard. Qu'est-ce que tu as appris d'eux? C'est un peu, je pose souvent cette question sur les rencontres déterminantes et les gens qui ont permis, encore une fois, d'augmenter sa boîte à outils. Tu vois. Deux personnalités extrêmement différentes. Ce qu'ils ont tous les deux en commun et qui est pour moi capital, c'est l'attention portée au talent et au capital humain. Tous les deux sont des DRH nés, c'est-à-dire qu'ils portaient dans leur entreprise en fait la composition d'équipe en essayant tout le temps d'aller prendre les meilleurs talents et de les mettre au meilleur poste. Ça, c'est hyper frappant. Après, ce qui était très fort chez Henri de Castries, c'est qu'il avait une perspective de culture générale, de culture historique et de long terme, et d'ouverture d'esprit pour replacer les sujets de l'assurance dans les grandes problématiques du siècle, de la société, les défis contemporains, qui donnaient du sens à tout le monde. Ça, c'était phénoménal. Alexandre, c'est un réseau absolument extraordinaire et c'est une modernité dans la compréhension que ce que les gens veulent, c'est aussi des marques qui parlent à leurs soucis du quotidien, qui leur inspirent des choses. Et donc, en fait, l'un ancré dans les modèles de consommation, voilà. Et Alexandre, par ses investissements dans le sport, il avait compris la force d'entertainment unique du sport. Et lui, il a essayé de donner cette petite touche-là de glamour dans les partenariats qu'il a construits pour la grande distribution, tout en étant hyper attentif sur le côté plus centimier des modèles économiques. Donc, vraiment, deux grands patrons qui m'ont transmis énormément et je veux les remercier d'ailleurs de ça. Donc 13 ans, je disais. Pourquoi tu décides de retourner dans le public? Quand on t'écoute, ça semble une évidence que tu veuilles servir l'intérêt commun, en tout cas la chose publique. Tu as fait finalement des études qui t'amenaient forcément à la fonction publique, même si, comme on dit souvent, les énarques vont parfois dans le privé et c'est peut-être une bonne chose. En tout cas, c'est ce que tu me dis. Qu'est-ce qui te fait envie? Pourquoi tu as envie de retourner dans le public? Moi, c'est la crise du Covid qui a été vraiment un moment, je pense pour énormément d'entre nous, ça a été un vrai temps de questionnement sur le sens de la vie, sur le sens de sa vie, sur son rapport aux autres, à la société, sur la fragilité aussi de la vie, le sentiment que il peut nous arriver n'importe quoi à chacun en matière de santé et que donc tout ça est fragile et qu'il faut pas perdre de temps à aller vraiment là où on a un impact différenciant possible. Et moi, je me suis dit, au fond, dans l'assurance, il y en aura des meilleurs que moi. Dans la grande distrib, j'adore, j'ai appris énormément. Mais moi, l'endroit singulier où tout dans ma vie me permet d'arriver avec une compétence spécifique, particulière et complète, c'est dans le monde du sport. Et ce monde du sport, il est fondamental parce qu'il en va de notre intégrité physique, de notre bien-être, de notre confiance en nous, de notre capacité à vivre des émotions, à apprendre, y compris aux jeunes générations, le goût de la discipline et du dépassement de soi. Parce que le sport, c'est quelque chose qui nous divertit, qui nous reforge une connexion aux autres et des centres d'intérêt. Je me suis dit, mais ce truc est tellement extraordinaire. Ce truc est tellement phénoménal. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il ne soit pas ce géant sociétal que moi, je sais qu'il a tout pour être? Et je me suis dit, il va falloir aller le forger, en fait. Et donc, je pars bosser dans le sport. Là où... quand je fais mes études, que je fais la Cour des comptes, Carrefour, AXA, je pense que j'avais un peu le complexe du sportif de haut niveau qui a d'abord besoin de montrer qu'il est capable de réussir loin du sport, d'avoir un impact loin du sport. Donc j'ai fait ça à un moment jusqu'à me rendre compte que mais en fait, il faut que je revienne à ma famille, à mes premiers amours, à ce secteur du sport où il y a tant à apporter, qui est noble, qui est digne de ça et qui aujourd'hui peut être une façon pour moi d'exercer des responsabilités professionnelles
où je vais à la fois faire feu de tout bois des compétences que j'ai pu développer dans mon parcours, mais aussi me sentir utile, profondément utile, parce qu'il y a des transformations à driver et j'ai envie d'aller aider le sport français. Et ce feu que tu l'avais ressenti chez AXA, chez Carrefour, où tu dis que tu n'étais pas forcement à ta place, où il y avait un truc qui n'était pas complété. J'apprenais énormément, mais j'étais pas complètement dans ma zone. Ouais. J'aurais pu continuer. Après, il y a les aléas, des carrières, des moments, etc. J'aurais pu continuer, mais moi, j'avais besoin, et c'est peut-être le fil rouge de toute ma vie, c'est toujours d'essayer d'être là où ton cœur te porte et là où ta singularité te porte. Moi, j'aime bien mais il faut y avoir le courage d'aller. Ouais. Mais ça, je suis contente de la. Mais tu sais, même aujourd'hui, moi, j'ai des copains que j'ai croisés en entreprise ou dans mes études qui sont parfois un peu étonnés que je ne sois pas repartie dans du CAC 40 ou d'autres qui sont étonnés que j'ai pas essayé de, je sais pas quoi, aller faire ma carrière en politique. En fait, parce que j'ai trouvé l'endroit qui croise cette soif d'engagement, ce sentiment d'utilité, cette envie d'apporter des choses et qui en même temps me donne beaucoup de fil à retordre pour essayer d'aller mettre de la modernité économique, d'aller mettre de la modernité sociale, de développer des outils, de développer de la transformation digitale. Donc en fait, je me dis, mais j'ai tout. C'est ce rôle que j'ai aujourd'hui à la tête du Comité national olympique et sportif français, en drivant l'olympisme après la magie des Jeux qu'on a connue, de pousser la place du sport en France, de faire en sorte que les lignes bougent pour que ce sport ait une place plus essentielle dans notre société et reconnue comme telle. Je peux pas être à un endroit plus juste de ce que j'ai à accomplir dans la vie. Et moi, j'avais fait une lecture pendant le moment où je me suis un peu posé des questions quand mon rôle ministériel s'est terminé. J'ai pris un peu de temps pour souffler, pour respirer, mais aussi pour réfléchir à où je voulais aller. Et j'ai fait une lecture qui s'appelle La Seconde Montagne. Et dans ce livre, il y a une citation incroyable de Luther King où il dit « On ne fait bien les choses qu'en cherchant à avoir de la profondeur, de la largeur et de la longueur. » Et dans la longueur, cette notion d'inscrire des choses dans la durée. Par exemple, aujourd'hui, c'est quoi les acteurs des grandes politiques publiques qu'on retient ? Il y a par exemple Jack Lang. Pourquoi Jack Lang dans la culture ? Parce qu'il a fait les choses longtemps. Il les a inscrites dans la durée. Et moi, je pense que dans le sport aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'inscrire un impact parce que il n'est possible que dans la durée de l'avoir cet impact et donc de construire par-delà l'instabilité politique du moment. Ouais. Et donc, des entités comme le CNSF, c'est le bon terrain de jeu pour ça. Oui, c'est un terrain de jeu. En tout cas, il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il nous faut beaucoup d'initiatives privées. Il y a des fonds qui se montent. Aujourd'hui, il y a plein de façons d'être utile dans le sport. Mais ce dont je suis sûre, c'est que là où je suis, il y a beaucoup de choses à apporter. Et j'ai vraiment cette espèce à la fois de passion et d'énergie d'essayer d'être à la hauteur de l'opportunité et du potentiel de cette institution au service du sport français. Ouais. Avant d'être ministre et d'être présidente du CNOSF, tu as fait un court passage à la FFT. Tu as fait la campagne avec Gilles Moreton. Puis j'ai été sa directrice générale, donc en drivant. Ouais. Mais au début, tu voulais pas y aller, être directrice générale. Pourquoi tu n'as pas voulu y aller au départ ? Parce que j'ai eu besoin de ce moment Covid et post-Covid, tout début, fin 2020 et tout début 2021. Et au début, quand Gilles Moreton me propose de devenir directrice générale de la Fédé de tennis, je me dis, je vais quand même pas passer d'une boîte du CAC qui fait presque 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires à une association qui est sur quelques centaines de millions d'euros et qui est le plus gros budget qui est encore le plus gros budget. Voilà. Là aujourd'hui, maintenant, je suis sur une association qui a plutôt juste 25 millions d'euros de budget. Donc, et parce que au début, tu te dis, je suis là, je vais redescendre à quelque chose de... Et en fait, tu mesures que tu redescends pas du tout à quelque chose de petit. Tu redescends à quelque chose qui est peut-être moins reconnu, qui est peut-être moins économiquement porteur, qui est moins statutaire, qui a moins d'argent, tu gagnes moins d'argent, etc. Mais dont la mission est essentielle. Et aujourd'hui, moi, une des réflexions que j'ai, tu vois que les gens ne sont pas aujourd'hui finalement rétribués à leur utilité sociale. Et c'est vrai aussi pour les secteurs. Des secteurs comme le sport, qui aujourd'hui ne sont pas des secteurs très robustes sur le plan économique, alors qu'ils sont des trésors en termes d'impact. Et donc, je pense que c'est ces rééquilibrages que petit à petit,
on va réussir à opérer. Parce que on voit bien qu'il y a des déséquilibres à ce niveau-là et on voit bien que la société doit surmonter ces déséquilibres, les réparer. Et qu'il faut que les investissements aillent dans les secteurs et dans les compétences et les profils qui peuvent nous permettre vraiment d'améliorer la vie et le quotidien, notamment de notre jeunesse. Je vais revenir à fond sur ça. À la FFT, c'est quoi le plus gros apprentissage ou la plus grande découverte que tu aies faite ? Peut-être ça, justement, cette idée que quand je suis arrivée là-bas, je pensais avoir un objet plus petit, j'ai découvert un objet infiniment grand, où tu es sur le développement des politiques publiques sportives, tu es sur la construction des parcours de haut niveau, tu es en même temps sur tout le rôle citoyen et sociétal du sport, l'éthique, l'intégrité, la prévention des violences, l'insertion sociale par le sport, les clubs, tout ce qu'ils peuvent apporter d'opportunités, de rencontres, y compris sur le plan économique, à des gamins qui ont besoin qu'on leur tende une main pour un stage, pour une opportunité d'un job d'été, qu'on les guide, qui ont besoin de mentorat, etc. Et j'ai découvert la vastitude de ce champ d'action de nos fédérations. Et ça, c'est un truc incroyable. Parce que moi, j'avais été fédérale, et avec en plus des grands événements qui sont ta pompe aspirante pour bâtir des modèles économiques robustes. Et je me suis dit, mais quel régal absolu. C'est un objet extraordinaire, ce sport fédéral. Le sport de manière générale, mais en plus, nos fédérations, elles ont aujourd'hui une mission de service public qui leur est déléguée par le ministère des Sports, qui est inépuisable en termes d'impact social. Et donc, un objet économique performant, un impact social, des équipes compétentes, des équipes, moi j'avais à peu près 400 personnes sous mon management, avec des vrais talents, avec des gens passionnés. Et ça a été vraiment le moment où je me suis dit, mais j'ai vraiment bien fait en fait. Ce monde du sport qui ne demande qu'à mûrir, qu'à monter en puissance. Il y a déjà des endroits extraordinaires pour s'y développer, s'y épanouir et faire des choses fantastiques en équipe. Et j'ai envie de continuer tout ça et d'écrire les prochaines étapes. Il y a plein de choses qui me viennent en t'écoutant. Tu as parlé du Covid qui a été quasiment comme une espèce d'épiphanie pour toi en disant je vais revenir sur un job d'utilité sociale, d'utilité politique, d'utilité publique. Et là où mon parcours, à moi, a une résonance particulière. Il y avait les deux dimensions. Il y a le quoi. Et il y a le « et moi dans ce quoi », est-ce qu'il y a la bonne adéquation ? Ouais, mais tu vois tes petits camarades, encore une fois, de l'IGF, de la Cour des comptes, de l'ENA, qui étaient plutôt sur des parcours qui les amenaient à être des civil servants, enfin des fonctionnaires. Il y en a beaucoup qui sont partis dans le privé, qui sont restés dans le privé. Tu disais tout à l'heure, c'était pas si statutaire de revenir ton choix finalement d'aller à la présidence du CNESF est un peu anachronique quand on regarde les parcours de tes congénères. Oui, complètement. Et donc peut-être dans les dîners, quand vous faites des dîners de promo, c'est Amélie, elle est présidente d'un truc, là, le truc du sport. Mais tu vois, je pense que d'avoir atteint mes objectifs dans la vie me donne cette liberté. Alors c'est-à-dire que tu vois, c'est moi. De quoi tu t'es libérée pour J'ai été au COMEX des boîtes du CAC 40. J'ai été ministre. J'ai contribué à délivrer les plus grands Jeux olympiques et paralympiques de l'histoire. C'est bon. Je veux dire, je me suis prouvé ce que j'avais besoin de me prouver. Mon ego, mon petit ego, mes trucs, mes machins. Donc, j'ai une liberté absolue maintenant. Et moi, je vois le positif du truc. Je vois aujourd'hui que on est capable de professionnaliser le secteur du sport, qu'en même temps, avec l'engagement énorme qui est le mien, parce que je bosse jour, nuit, week-end pour cette institution. Je construis des solutions qui sont fortes pour nos bénévoles du mouvement sportif. Je fais des choses pour la jeunesse, je fais des choses pour nos athlètes, je fais des choses pour nos collectivités territoriales. Donc j'ai l'impression de contribuer à l'intérêt général et de rendre au fond ce que la vie m'a apporté. Et donc il y a cette dimension d'engagement social, d'engagement où vous vous sentez tellement porté par la mission et avec un alignement que moi, au Comité national olympique, j'ai aujourd'hui des moyens pour agir et je veux en faire le meilleur usage pour qu'on arrive à avoir cet impact social, faire des choses pour le mouvement sportif, pour nos clubs, pour nos acteurs du bénévolat, pour les éducateurs sportifs, pour tous ces gens, pour le peuple du sport. Et j'ai envie de faire corps avec eux et qu'on fasse avancer vraiment cette cause-là. Je vais te poser... j'ai un peu le courrier des abonnés. Je ne vais pas l'appeler comme ça, mais je vais un peu
Parce que tu viens de parler des bénévoles, on vient de parler de la FFT, et puis parfois je demande à des personnes de me poser des questions pour mes invités. Et donc là, j'ai la question d'un certain Gilles M, président de la FFT. Les bénévoles sont les héros silencieux du sport français. Comment le CNFSF peut-il, selon toi, mieux reconnaître, valoriser et surtout motiver ces femmes et ces hommes qui font vivre nos clubs au quotidien ? D'ailleurs, d'abord en ne manquant jamais une occasion de leur dire merci, en animant dans les territoires ensuite des moments de reconnaissance. Je vais prendre un exemple complètement qui peut paraître un peu trivial, mais les médailles jeunesse et sport. Vous pouvez pas imaginer à la fin d'un engagement de parfois plusieurs décennies au service des autres dans les clubs, combien pour un bénévole qui reçoit la médaille jeunesse et sport, d'avoir un moment où il a sa famille, ses amis, les gens avec qui il a bossé, les gens qu'il a aidés, reconnu par un préfet dans un territoire, c'est un truc extraordinaire. Où on revient sur tout ce qu'il a fait au service de la collectivité. Ça, c'est fantastique. Et il faut aller au-delà de ça. Il faut aller les aider en matière de formation, qui est l'une de leurs principales attentes. Reconnaître en certifiant les compétences qu'ils ont développées dans parfois plusieurs décennies d'engagement. Faire en sorte aussi qu'on leur donne la capacité à ce que justement leur parcours puisse être valorisé dans des démarches professionnelles. Parce qu'on l'oublie souvent, mais un bénévole du sport, c'est aussi un salarié d'un autre secteur. Tout à fait. Il a investi du temps, de son temps, pour se développer. Ça doit bonifier son CV, parce que le prochain employeur qu'il aura, il doit voir qu'il y a cette générosité, qu'il y a ce sens de l'intérêt général, Donc, moi, aujourd'hui, je travaille, et notamment beaucoup en perspective du 5 décembre, qui est cette journée internationale du volontariat et du bénévolat, pour qu'en matière de formation, pour orienter nos bénévoles, aussi pour simplifier la vie administrative de manière à ce qu'ils ne diluent pas du temps qu'ils consacrent à la collectivité dans des tâches qui soient rébarbatives et pénibles, pour être le plus possible au contact des autres. Et dans ce travail de reconnaissance et de gratitude, c'est tout ça que je suis en train de bosser avec les équipes du Comité national olympique et nos fédérations. J'ai fait une digression énorme en te lançant sur ce sujet et en bossant, en voyant la question de Gilles Moreton, j'ai été un peu regarder le sujet un peu plus en profondeur. Donc j'ai trouvé, grâce à mon ami Christophe Le Petit, que tu dois connaître aussi du CDRS, une étude qui date un petit peu, et donc il va falloir mettre à jour cette étude, et que le CNS peut dépenser une petite enveloppe chez le CDS. J'envoie un petit message à Christophe. Si tu considères qu'il y a à peu près 3,2 millions de personnes qui est équivalent à 274 000 équivalents temps plein, c'est une étude sur la contribution économique du bénévolat. Et en fait, ces 274 000 emplois équivalents temps plein, quand on les transforme en participation bénévole, 10 milliards d'euros. Exactement, 10 milliards d'euros sur le salaire médian de l'industrie du sport. Et c'est 5 milliards d'euros si c'était un SMIC. Donc on est entre du 5 et du 10 milliards sur cet apport des humains, des gens, qui, si c'était des salariés, c'est ça que ça coûterait à l'entreprise sport française. Eh bien, d'où, pour moi, la nécessité que, par exemple, dans le compte personnel de formation, le compte d'engagement citoyen, il puisse y avoir des droits sonnants et trébuchants à formation quand vous vous êtes investi au service de la collectivité. Pour moi, il y a aussi cette notion de droits sociaux, parce que, en effet, le bénévolat est un trésor économique caché qui ne dit pas son nom, qui n'est pas suffisamment reconnu et valorisé. Ouais. J'arrête ma digression énorme et ma parenthèse, mais on reviendra sur des éléments vraiment de ton programme et des chantiers que tu es en train de mener au CNESF. On revient sur l'aspect un peu chronologique de ton parcours. Fin de la FFT, tu avais bossé sur le programme sport du président en 2022. Absolument. C'est ça ? En fait, à l'issue, dans le cadre de mon action à la direction générale de la Fédé de tennis, les équipes de campagne du candidat Macron sont venues me chercher en disant: on aime bien ce que vous faites dans le sport. Est-ce que vous prendriez la tête du groupe société civile de la campagne sport? J'ai commencé comme ça, et ensuite ils m'ont confié l'intégralité du programme sur le sport et une partie de la jeunesse pour le programme du président. Et donc, t'as un petit coup de téléphone d'Alexis Collère Non, alors des équipes à l'époque justement de Roland Lescure qui drivait la contribution de la société civile au programme politique de Macron. Mon sujet, c'est qu'au moment où tu t'as su que tu allais être nommé ministre des Sports. Alors, d'abord, je bosse comme une dingue pour la campagne. Et c'est en me faisant remarquer, en bossant comme une dingue pour la campagne, qu'à un moment, il dit, elle a écrit tout le programme. Elle nous a fait des propositions. Il y en a pour 40 pages, 10 recos fortes.
en fait, on a envie qu'elle le mette en œuvre maintenant. Ouais. Et donc, du coup, en effet, je suis appelée, je crois, la veille de la constitution du gouvernement par Alexis Collère, qui me dit on va te confier la responsabilité du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ouais. Donc, Alexis Collère, à l'époque, qui est secrétaire général de l'Élysée. Le secrétaire, donc le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, et, que tu avais connu dans tes études. Branle-bas de combat, parce qu'il faut faire ses cartons, se projeter. Et puis, la transition, elle est vraiment et là, incroyablement rapide. Ministre des Sports, donc peu un peu ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Non, mais c'est important parce qu'en fait, déjà, c'est une nouveauté. D'abord, c'est une nouveauté, c'était sans précédent, mais surtout parce que d'abord, ça en disait long sur la compréhension par l'État et le secteur public qu'il devait aller mieux aider l'équipe du comité d'organisation. Et c'était aussi pour moi l'occasion justement de cette gestion de projet transversale qui allait au fond bien au-delà du sport. Parce que je me suis occupée de tourisme, de sécurité, d'aménagement du territoire, de liens avec les collectivités publiques. Je me suis occupée de schémas de transport. En fait, j'étais à 360 degrés sur ce chapitre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et du coup, capable de replacer la réussite sportive dans ce panorama plus global et surtout de faire la jonction avec chacun des autres portefeuilles ministériels, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je suppose que ça a été une grande joie d'avoir été nommé ministre, même si tu devais un petit peu t'en douter. En tout cas, c'était l'aboutissement logique de ces 4 à 6 mois d'investissement énorme. Et puis j'ai adoré mes fonctions ministérielles. Qu'est-ce que tu as adoré dans ça ? C'était vraiment le job job d'une vie parce que vous avez les moyens d'agir. Il y a tout ce que j'ai évoqué depuis le début de cet entretien sur l'importance du sport, la force de transformation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui est absolument sans précédent et ce moment unique où vous retrouvez les Jeux à Paris 100 ans après. Donc il y a une importance pour le pays de ces chantiers et puis vous pouvez pas vous louper. Donc il y a en plus une adrénaline de la responsabilité qui parfois certains matins fout le vertige. C'est une pression énorme en plus avec les polémiques, avec la réticence des médias, etc. Donc la toile de fond, elle était incroyablement dure, austère, exigeante. Mais d'arriver in fine à ce qu'on livre en équipe tout ça et en créant les conditions de réussite pour Tony Estanguet, faire en sorte que on arrive, nous, à être impeccable du côté du gouvernement pour tenir notre rôle dans la copie et contribuer à ce succès, c'est une fierté énorme. Et puis, moi, j'étais entourée d'une équipe géniale, un cabinet ministériel qui fonctionnait extrêmement bien, avec vraiment des talents, avec des gens qui avaient la pêche, qui étaient incroyablement engagés. Et puis, avec ce sens du collectif. Et ça, je pense que ça a été un peu une de mes marques de fabrique. C'est-à-dire que moi, j'additionnais mes forces à celles des autres. Et donc, j'étais jamais en rivalité avec l'Agence nationale du sport ou l'INSEP ou je ne sais qui. J'étais au contraire, j'agrégeais les forces et les compétences, les expertises de chacun. Et ce qui fait que le sport français s'est présenté à ces Jeux incroyablement uni et qu'il n'y a pas eu de bisbille et qu'on a été capable vraiment de montrer ce visage cohérent, audacieux d'une équipe derrière l'équipe de France, cette équipe derrière l'équipe qui a permis de créer un écosystème favorable à la réussite de nos athlètes, même si je n'oublie pas que, in fine, c'est nos athlètes qui ont été vraiment les acteurs de cette réussite, parce que si on n'avait pas eu toutes ces médailles, on n'aurait pas eu les grands Jeux Olympiques et Paralympiques, et ça, le mérite à un moment, c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui font la perf. Et donc, au global, c'est le job d'une vie, parce que c'est la rencontre entre un moment, un sujet et des moyens mobilisés particuliers. Quand vous êtes à la tête d'un ministère, vous avez une force de frappe, vous avez quand même des services dans les territoires, vous avez une direction d'administration centrale, vous avez ce cabinet, puis vous avez des centaines de millions d'euros de moyens. Et après, le sujet, c'est de les mettre au bon niveau on va dire, de priorisation. Aujourd'hui, Comité national olympique et sportif français, c'est des budgets qui sont beaucoup plus restreints, c'est de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros par an. Donc il faut trouver là aussi les façons d'être le plus impactant possible, mais avec des moyens qui sont beaucoup plus restreints. C'est quoi, et en le cherchant budget à du ministère, démultiplier 900 millions le budget 860. du ministère aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 800 millions d'euros avec les taxes affectées et les crédits budgétaires. Donc
Et c'est pas assez, parce que c'est 0,10% du budget de la nation, là où le budget du sport devrait honnêtement être au moins d'1 milliard d'euros. Mais du coup, ça devrait être on ça, a notre plus combat. en dehors des aspects Jeux Olympiques et Paralympiques, il vaut mieux être ministre des Sports ou patron du CNSF pour vraiment avoir de l'impact sur le sport. Ben, je pense que ça dépend quand. C'est une question Je bête pense qu'il y a volontairement. 2-3 ans, probablement ministre, parce que plus de levier. Mais aujourd'hui, je pense que ce que je gagne en stabilité, en ancrage pluriannuel de nos actions, me rend très heureuse d'être là où je suis, parce que je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'être un ou une politique. Ministre, L'instabilité, la fracture du Parlement ne rend pas facile le rôle d'un ou d'une ministre. Ouais. Donc je pense qu'il y a moins de moyens là où je suis, mais il y a la capacité toujours autant de travailler en équipe avec les autres acteurs, de fédérer des énergies, des forces vives, des acteurs du monde économique pour que eux complètent ces moyens-là, et surtout de s'inscrire dans une perspective où il y a en plus les Jeux de 2030 qui arrivent. Donc on est dans un moment complètement inédit entre l'héritage des Jeux de Paris 2024, que moi j'ai la chance de coordonner aujourd'hui, la préparation des Jeux de 2030, où avec ma casquette de tête du mouvement sportif, eh bien on aide à ce que les équipes de France puissent se préparer le mieux possible à ces Jeux d'hiver, avec d'abord l'étape des Jeux de Milan-Cortina qui arrive maintenant à vitesse grand V. Ça donne des rôles très concrets pour vraiment essayer d'impacter la réussite de la France et l'accélération de cette transition d'une nation de grands sportifs à une grande nation sportive. Oui. Est-ce que c'est pas un moment finalement très propice au CNOSF ? Dans ta campagne, tu voulais dire un CNOSF fort. La période qu'on vient de vivre côté ministériel était très forte parce que c'était les Jeux. Il y avait aussi un grand incarnant, la personne de Tony Estanguet, qui était le patron du COJOP. Absolument. Aujourd'hui, sur le sport français, on vient d'avoir une nouvelle ministre qui vient d'être nommée, Madame Ferrari. Mais pendant 2 ans, il ne va pas se passer grand-chose au niveau ministériel. J'en ai bien peur, parce qu'il y aura des élections, parce que c'est un peu le foutoir à l'Assemblée nationale. Est-ce que du coup, ces 2 années avant la présidentielle de 2027 et peut-être la nomination d'un futur ou d'une future ministre des Sports, c'est pas un moment où vous devez, vous, CNOSF, prendre un leadership qui n'a jamais pu être pris jusque-là? En tout cas, moi, j'ai à cœur de vraiment très bien travailler avec la ministre des Sports. C'était le cas avec Marie Barsac, que j'avais connue à l'occasion des Jeux, et maintenant Marina Ferrari, avec qui elle était au gouvernement quand j'y étais. Donc on a un lien de confiance et la capacité à porter des actions ensemble. Et moi, je crois beaucoup dans ces partenariats-là. Je pense qu'il faut qu'on ait tous les maillons de la chaîne qui soient costauds pour que au total ça impacte. Mais ce qui est vrai, c'est que le CNOSF peut procurer au sport français une stabilité et un ancrage institutionnel qui compense l'instabilité politique du moment. Maintenant, on a besoin que la ministre, elle prenne un certain nombre de combats, et elle est complètement partie pour le faire avec nos parlementaires, par exemple sur les sujets des moyens du sport, mais il y en a plein d'autres, sur le sujet de l'emploi sportif, sur les sujets régaliens, de lutte contre les différentes formes de violence, de discrimination, où là, il y a vraiment des actions conjointes à mener. Mais il y a un espace pour le Comité national olympique et sportif français pour faire plus au service des clubs, au service des fédés, au service des bénévoles, au service des athlètes. Par exemple, il y a quelques jours, on a, nous, été complètement moteur pour lancer le plan sur la santé mentale des athlètes. Je suis très fière qu'on ait réussi à prendre le leadership et à aligner, fédérer les acteurs derrière nous, y compris le ministère des Sports, y compris l'Agence nationale du sport, qui nous ont emboîté le pas, l'INSEP aussi, pour que, voilà, on puisse être une coalition d'acteurs au service de cette juste cause. Ce qui est quand même assez amusant, tu as des patterns quand même, c'est que tu remets évidemment en avant les projets que tu es en train de mener, les chantiers que tu es en train de construire. Ma question, elle est plus par rapport à l'incarnation politique du chantier sport, tu vois. Tony Estanguet avait un peu cette casquette, c'était l'homme des Jeux. L'homme des Jeux a réussi son truc, et d'ailleurs tu l'as dit dans une interview, je crois d'ailleurs avec Thomas, toi encore une fois t'étais un peu, t'as fait en sorte que toutes les énergies puissent converger et puissent travailler ensemble, et t'as pas pris finalement tant que ça la couverture à toi. Tony a été finalement la figure de cette réussite. Est-ce qu'on n'a pas besoin de figures incarnantes politiques fortes pour pouvoir faire passer des politiques? Est-ce que c'est pas... Et tu vois, moi, je me suis posé la question, c'est dommage, et je suis personne pour le dire, je le connais pas personnellement, que à la fin des Jeux, en fait, il y a eu un peu une vacance de l'incarnation du sujet sport. Et du coup, on a perdu
un poids politique et on a perdu un poids médiatique sur le sujet sport en France. Parce que les Jeux sont terminés, Tony Estanguet est parti, toi tu n'étais plus ministre des Sports, et puis il y a eu un petit moment de creux. Est-ce qu'il n'y a pas une place à prendre en incarnation ? C'est une vraie question, et je pense que j'ai pas encore fini de me la poser, cette question, parce que je suis très partagée. Je crois pas que ce qui est manqué dans les derniers mois, ce soit une voix. Moi, je crois que ce qui manque, c'est de l'action. C'est des politiques publiques qui marchent. C'est d'aller au fond des choses. J'évoquais tout à l'heure les actions pour le bénévolat. Ça, c'est du long terme. Moi, je veux que les trucs marchent. Je veux que les expériences de bout en bout, quand on a accès à une expérience prolongée de bénévoles, ça soit reconnu par des micro-certifications, que ça soit inscrit dans le passeport compétences qui est développé par la Caisse des dépôts et consignations, que in fine, ça donne des droits pour faire de nouvelles formations et continuer de s'entretenir son capital humain, etc., etc. Tu vois, donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette passion du travail de fond. Et moi, je communique, je pense, bien quand justement j'ai le sentiment du devoir accompli. Typiquement sur la santé mentale, aujourd'hui, vous pouvez m'interroger en long, en large et en travers. Et j'ai envie, mais parce qu'on a bossé, parce qu'on a fait le travail de fond. Bien, et parfois, le côté un peu des grandes incantations, des grands trucs, ou taper dans la fourmilière, oui, c'est important à certains moments. Et j'ai su le faire, taper du poing sur la table, etc. Mais moi, je pense que je suis bonne dans le travail de fond, et qui à un moment amène une parole crédible, forte, incontestable, parce que il y a eu tout ce chemin de l'action. Et je pense que les Français ont besoin d'avoir des responsables publics, d'avoir des gens de la société civile qui font le boulot. Et moi, aujourd'hui, j'essaye de faire le boulot. J'essaye pas d'avoir ma tête dans les journaux. J'essaye pas d'avoir le petit encart dans la presse dominicale. J'essaye pas de choper l'interview. Mais ce que tu décris là, c'est des stratégies politiques. Mais je les ai pas, ces stratégies politiques. Alors, est-ce qu'il faudrait que je les ai pour mieux porter les combats ? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et moi, je veux dire, la conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que les Français, ils ont besoin qu'on ait des résultats. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui, à la radio, va dire c'est important de la place du sport en France. Non, ils ont besoin que, ça y est, on dise qu'est-ce qu'on a fait pour les clubs sportifs, qu'est-ce qu'on a fait pour leurs gamins en sortie d'école, qu'est-ce qu'on a fait pour les bénévoles du pays, qu'est-ce qu'on a fait pour faire en sorte que nos fédérations, il n'y ait plus de problème d'éthique, d'intégrité, mais qu'on ait au contraire des instruments géniaux pour servir le développement et le haut niveau. Par contre, quand je sors une politique publique, une innovation, un outil, quelque chose, là, oui, d'accompagner ça avec un vrai communiqué de presse, d'être présent avec une interview pour dire ce qu'on a fait, le faire dans ce sens-là, oui, et ça, je pense que c'est essentiel. Mais ce que tu me dis là, je sais que c'est là. Mais tu vois, je vais te donner un exemple. Par exemple, là, on travaille sur un plaidoyer pour les municipales, sur justement l'importance de la prise en compte du sport dans les politiques publiques sportives locales. On a un premier chapitre qui rappelle cette importance. Le deuxième, c'est on fait des recommandations. À un moment, je vais aller porter ça avec David Lisnard au Salon des maires en novembre, avec l'envie de porter cette parole pour impacter. Mais il faut faire les choses, je pense, dans le bon ordre. Et je pense que les Français, ils en ont ras-le-bol de gens qui aient de l'ego, qui soient là juste pour parler dans le poste, à raconter qu'ils ont fait ci, ça et ça, alors que eux, ils voient qu'il y a encore des problèmes partout et que les services publics ne sont pas devenus plus performants. Donc, je suis un peu une combattante des politiques publiques de fond. Et je pense que t'es combattante de l'apport de la preuve en amont de la communication. Ouais. Moi, je suis une vraie bosseuse, en fait. Non, mais ça, c'est ce qui, il paraît. Et d'ailleurs, tu me fais une transition fabuleuse, vraiment. C'est fabuleux de faire cet épisode avec toi. J'ai un autre abonné qui a une question pour toi. Vidéo est en cours de traitement, ça me va pas du tout. J'aurais bien voulu qu'elle arrive plus vite. Hop. Voilà. Alors, t'es prête ? Ouais. Tu vas. Hop. Voilà. Ah. Bonjour à tous les deux. Pierre m'a demandé, Amélie, de te poser une question. Donc la voici. On sait que ton plus gros défaut est que tu travailles trop et que tu es très exigeante avec tes équipes, même si, bien sûr, tu es toujours juste. Alors voici ma question. Comment tu te soignes ? J'ai pas trouvé le médicament. Sur ce côté très
bosseuse et être dans les sujets de fond et de s'assurer que le fond va prévaloir sur la forme. C'est pour ça que je te mets cet extrait En tout ici. cas, que le Parce fond t'es pas le premier à me dire ça précède la com. à ton propos. Que le fond précède la com. Ouais. Je crois que c'est ça, moi, ma conviction. Mais c'est vrai que du coup... Mais toutes tes réponses que tu me fais des réponses sur le fond, et c'est génial parce que c'est ce que je veux pour les gens qui nous suivent, c'est comprendre les schèmes de pensée, comprendre cette boîte à outils. Donc ça, c'est magnifique, parfait. Mais du coup, cette surexigence sur le fond, il n'y a jamais de surexigence sur le fond, pardon, mais finalement, ça fait que toi aussi, tu es impacté parce que tu veux tellement... il n'y a pas de limite à ce truc-là. Comment tu fais pour gérer, comme je pense que le sujet, c'est d'abord d'être très bien entouré. Ouais. Ensuite, c'est de prioriser, de sélectionner ses combats. Et là, je parle à l'entrepreneur que tu es. Cette exigence, tu la portes aussi. Tu sais très bien que ton interface digitale de ta boîte de tech, soit que tu construis ça dans laquelle tu investis, elle sera pas performante et elle sera jamais une grande appli téléchargée si elle est pas parfaite de bout en bout, avec une expérience juste nickel. Ouais. Moi, j'ai été pendant 5 ans en patronne de transformation digitale, le sens du détail, le sens parce que ça fait toute la différence. Ouais. Le problème, c'est que ça peut vite, en effet, être titanesque. Donc, il faut que chacun on prenne notre part, chacun on prenne notre bout en mettant les bons curseurs de l'exigence, en se laissant du temps pour serrer les choses. Et puis, voilà, moi, le collectif. Le collectif. Il faut que chacun prenne sa part et en démultipliant ça. Moi, je crois que ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour me guérir de ça, c'est de sentir une force de démultiplication. Parce que pour le coup, il y a un truc que moi j'ai vu chez moi, c'est que quand je repère que quelqu'un est meilleur que moi sur un truc ou est state of the art, j'ai un soulagement mais dingue à lui déléguer le truc. Je suis pas du tout contrôle fric ou dans le micromanagement, pas du tout. C'est un soulagement, c'est une paix pour l'âme et l'esprit quand il y a quelqu'un qui est au bon niveau d'exigence, de responsabilisation, qui prend son chantier, sa brique et qui l'amène. Et moi, ça, non seulement je le délègue complètement, mais j'applaudis des deux mains, je promeus, j'encourage et je donne la brique d'après pour qu'elle soit faite par cette même personne incroyablement engagée. Et je pense qu'une des révolutions du sport, c'est justement une des révolutions de cette compétence et de l'engagement. Il faut qu'on aille chercher ces talents capables de porter ces transformations pour que le sport continue de progresser. Voilà. Maintenant, j'entends tout ce que tu me dis, Pierre, et voilà, il faut pas, il faut que ma voix, j'essaie de continuer à la faire entendre, mais tu me donnes une opportunité avec ce podcast. Bah écoute, j'espère que je pense que t'as pas besoin de moi d'ailleurs, mais donc cette éthos de travail, cette intensité que tu mets dans ton travail, cette exigence sur les sujets de fond, je suppose que tu l'as toujours eu. Est-ce que le fait d'embrasser une carrière politique de ministre t'a obligé à encore plus élever ton niveau de jeu par rapport à ce que tu avais connu dans le privé? Est-ce que tu as trouvé ça plus dur, plus complexe, plus transversal? Oui, parce que dans une entreprise, il y a un écosystème qui reste quand même assez homogène. Il y a une forme de convergence des intérêts. Et il n'y a pas, vous avez les clients, vous avez des marchés, et puis il y a toujours des médias qui regardent un peu, mais il n'y a pas la tectonique des plaques à 360 degrés que vous avez en permanence quand vous êtes ministre, et a fortiori en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques, du truc qui va être tellement jugé par tellement de gens sur la planète tout entière, premier événement mondial, et avec la réputation de la France qui est en jeu. Donc oui, on change d'échelle. On change de dureté dans le regard. Il y a des polémiques qui arrivent vite. Il y a une défiance. Il y a en plus ce moment tellement difficile pour la société où les gens n'ont pas confiance. Où il y a cette défiance vis-à-vis des élites, qu'elles soient politiques ou d'ailleurs économique ou autre, etc. Donc en fait, vous êtes dans un écosystème ultra fracturé, qui est pas bienveillant, et vous devez encore plus faire vos preuves pour que à un moment on vous dit pas merci, mais au moins on vous critique pas, quoi. Voilà. Voilà. Donc c'est
hyper dur humainement, et il faut aller chercher très très loin. Moi, je suis vraiment allée chercher des seconds souffles et une énergie, une vitalité pour tenir le coup, rester sur mon cheval, continuer à être aussi engagée malgré les vents contraires que j'ai pu connaître et les moments hyper âpres pour moi, pour ma famille, donc ça c'est super dur. Mais je suis très fière d'avoir réussi à le faire, d'être restée digne, qu'on m'ait pas retiré mon humanité, qu'on m'ait aussi pas retiré ma volonté de continuer à m'engager. Si on reste sur ces apprentissages, en l'occurrence la vie politique, la vie de ministre, ça t'a appris quoi, ou les 2-3 gros apprentissages que tu en ressors Je pense que le truc qui m'a le plus frappé dans l'expérience politique, c'est que c'est la gestion d'un rapport de force. Et alors, je suis pas sûre, moi, d'être douée pour ça. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup plus dans l'harmonie. Et même quand il m'est arrivé de prendre des décisions très fortes sur certaines fédés, je l'ai fait au terme d'une analyse et d'un combat de fond. Et pas du tout parce que je cherchais à me faire la tête de quelqu'un, pas du tout dans un rapport de force. Il y avait un problème de fond, je fais une analyse, je trouve des solutions, je le traite, et à un moment, ça veut dire la démission d'un tel ou d'un tel, mais comme une conséquence ultime. Et du coup, moi, c'est pas forcément ma conception de la vie, en fait, ce rapport de force permanent. Et du coup, là où c'est par exemple très naturel à une Rachida Dati, à un Trump, ou même à des personnalités beaucoup plus équilibrées que ça, mais qui ont ça en eux, un Sarkozy, un Darmanin, qui ont ça en eux. Moi, ce que j'aime, c'est construire dans l'harmonie avec des gens dont je partage la vision, l'exigence, qui sont avec moi dans ce combat-là, pour qu'on mette au point des solutions qui marchent pour le pays. Moi, ma passion, c'est ça. Et peut-être qu'un jour, la politique reviendra, parce que la politique permettra à des hommes et des femmes comme moi ces espaces d'action. Et je le souhaite, parce que ça voudra dire qu'on aura dépassé la crise démocratique du moment, où encore une fois, moi, mon sujet, c'est pas d'avoir ma gueule dans le journal. Et tu penses mon sujet à moi, c'est pas d'être reconnu dans la rue. Mon sujet à moi, c'est pas de gagner en ayant ma petite interview plus grosse que celle du voisin. Non, moi, je raisonne pas comme ça. Moi, je raisonne par problème réglé. Qu'est-ce que tu as réglé comme problème dans ta vie? Qu'est-ce que tu as réglé? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait sur le fond pour que la vie soit meilleure? Et in fine, si tu fais ça, les gens s'intéressent à toi. Donc le sujet de remplir ton besoin de reconnaissance, qui est important et que j'ai aussi. Moi, je suis un être humain, je suis pas une sainte. J'ai aussi besoin qu'on me dise bravo et merci à certains moments, bien sûr. Et j'ai parfois souffert qu'on me le dise pas assez, à des moments où je pensais mériter qu'on me le dise. Pour moi, ça vient en aval. Et je pense que ça, à un moment, c'est reconnu. Et tu vois, typiquement, quand je suis élue quasiment à l'unanimité présidente du Comité national olympique et sportif français par l'ensemble des fédérations sportives de France, c'est parce qu'ils savent combien j'ai bossé dans les dernières années. Et donc, quelque part, et tu portes un cette espoir reconnaissance, aussi, elle vient à un moment. Tu vois. Et tu penses qu'on arrive à une fin de paradigme sur justement la classe politique française quand on voit le nouveau gouvernement Lecornu avec finalement des experts métiers sur certains ministères, pas forcément des politiques, ils sont tous un peu politiques, mais le fait qu'on puisse peut-être commencer à envisager d'être plutôt sur le fond avant d'être sur la forme, et d'aller chercher des gens qui soient des experts sectoriels plus que des politiques. Ce blend, ce mélange-là, il est intéressant, avec des profils comme Édouard Geffray à l'éducation, Laurent Munoz à l'intérieur, comme Madame Barbu sur les sujets de la cause écologique, Laurent Nunez en effet à l'intérieur. Donc je trouve que c'est intéressant. Ça récompense des profils qui se sont engagés depuis des années sur le fond, sur des causes. Et l'autre élément que je trouve très intéressant, c'est la personnalité politique de Lecornu. Moi, je me suis régalée à travailler avec lui. J'ai trouvé que c'était un homme assez extraordinaire dans son rôle de ministre des Armées et vraiment un joueur d'équipe, très élégant et tout ça. Et ce que j'aime, c'est justement que là, cette idée que l'action puisse précéder la parole. C'est pas quelqu'un qui cause toute la journée. Au contraire, il est discret, il a une parole qui est rare, mais il est soucieux du fond, il est soucieux de l'alignement. Et
le jour où il a quelque chose à dire, il va sur un plateau télé pour le dire et sa parole porte. Moi, j'adorerais me dire que le monde politique demain, ce soit beaucoup plus ça. Et personnellement, je m'y sentirais plus à mon aise. Parce que, voilà, moi, mon truc, c'est pas les coups de com'. C'est pas, tu vois, c'est pas les mises en scène médiatiques. Non. Tu vois, une équipe de bosseurs. Bosser sur le fond, faire les choses et que l'intérêt des autres viennent parce que vous avez apporté des solutions, parce que vous avez contribué sur le fond. On va bientôt entamer le dernier chapitre qui est consacré à tes chantiers que tu es en train de développer au CNOSF. Dernière question un peu sur cette vie politique. Est-ce que parmi les collaborateurs, pas les collaborateurs, mais les ministres ou les personnes que tu as pu croiser au cours de cette vie de ministre, il y en a qui t'ont particulièrement impressionné positivement? Oui, Gérald Darmanin. Bon, j'ai dit ce que je viens de dire sur Sébastien, mais Gérald a une capacité de résistance au stress qui est absolument phénoménale et hors norme. Une énergie inépuisable, mais ça, il y en a plusieurs. Et justement un naturel dans la gestion du rapport de force qui est un truc de dingue. Et une capacité à prendre un ascendant sur les médias, sur une situation, parfois d'ailleurs un peu avec de la mauvaise foi, de temps en temps, ça lui arrive à notre Gérald. Et j'ai aussi trouvé qu'il avait, pour le coup, une gigantesque loyauté, et j'ai vraiment aimé ça. Donc lui est une personnalité que j'ai appris à connaître. Parce qu'au début, rappelle-toi, tu vois, l'épisode du Stade de France, on était plutôt... tout le monde cherchait à nous opposer, un peu à hu et à dire, machin. On a construit avec le temps une confiance et une capacité à bosser ensemble pour rappel, c'était la finale qui était au Stade de France et il y a eu des émeutes... Et tu vois, aujourd'hui, voilà, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un... moi, je peux faire la guerre avec lui. Parce qu'on se connaît par cœur, on connaît nos forces et on sait qu'en alliant nos forces, on est imbattable. Très bonne interview sur BFM qu'il a donné il n'y a pas très longtemps. Je l'ai trouvé super. Mais bon, donc, tu vois, ça c'est un exemple. Qui je pourrais... Je trouve qu'une Catherine Vautrin est solide. Elle bosse. Elle fait ses trucs sur le fond. Tu vois, en cherchant pas là aussi le coup médiatique à tout moment. Une autre femme que j'ai trouvée assez remarquable, et je suis triste qu'elle ait pas été gardée comme ministre, parce que pour moi elle méritait, une Astrid Panossian. Tu vois, c'est pareil, c'est des femmes qui sont là pour faire du fond, qui ont un souci d'alignement, d'harmonie, d'aller construire des choses avec les autres et de trouver des solutions. Moi, je pense qu'on a besoin de plus de profils comme ça. J'en connais dans l'administration, j'en connais en politique, et j'ai envie que ce soit ces profils-là qui aient plus de place et d'espace pour agir. Est-ce que les femmes politiques sont différentes des hommes politiques? Oui, je pense que, même s'il y a encore une fois des exceptions dans les deux, je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de construction collective dans les femmes. C'est-à-dire que le sentiment d'être un rouage qui a besoin de fonctionner dans une équation plus globale et qu'on n'est pas seul au monde à imposer sa solution, qui peut être un peu justement parfois le prisme de certains mâles un peu trop dominants. Donc je pense que ça, oui, mais... Voilà, j'aime trop l'égalité femmes-hommes pour tomber dans les stéréotypes, donc je ne veux pas non plus caricaturer. Alors ne caricaturons pas, pardon. Allez, on passe au dernier chapitre. Donc tu es présidente du CNOSF. Ça sert à quoi le CNOSF ? Ça sert à deux choses, faire vivre et rayonner l'olympisme, et Dieu sait que la France a une histoire et un présent, un passé et un présent spécifique avec l'olympisme et même un avenir, puisqu'il y a les Jeux des Alpes. Pour rappel, c'est un Français qui a créé le monde olympique. Avec Pierre de Coubertin qui a réinventé les Jeux de l'ère moderne, on a tous ça en tête. Et je pense que à chaque édition des Jeux qui se sont passés sur le sol français, on a réinventé quelque chose de particulier. Et ça, ce truc-là est fondamental. Les Jeux d'hiver, c'est nous. Le premier village olympique, c'est nous. Ce concept incroyable de Paris 2024 où Tony, le comité d'organisation, inscrivent les Jeux au cœur de la ville, c'est un concept complètement nouveau, etc. Donc ça, faire vivre ça. Et le deuxième élément, c'est défendre
la place et le rôle du mouvement sportif français. Et c'est qui le mouvement sportif français ? C'est nos 110 fédérations, c'est nos 150 000 clubs, c'est nos 3,5 millions de bénévoles, c'est nos 15 000 athlètes, nos 17 000 licenciés. 17 millions, c'est tout ce peuple, 17 millions de licenciés, c'est tout ce peuple-là du sport, ces forces vives du sport, pour faire en sorte que notre voix soit entendue, qu'elle soit portée, qu'on ait de la place dans le débat citoyen et qu'on soit en même temps capable de trouver des solutions pour que la pratique sportive puisse se développer et être pratique, être facile d'usage et qu'elle soit moderne dans son accompagnement des familles françaises. Une question qu'on a l'habitude de poser dans le privé, mais peut-être aussi dans le public, ou il faudrait qu'on la pose beaucoup plus souvent dans le public. À quoi tu vas mesurer ta performance, ta réussite, ton succès ? D'abord, est-ce qu'on va bien porter l'héritage des Jeux de Paris 2024 ? Est-ce qu'on va, en équipe, sans préjudice du rôle qui est central du comité d'organisation avec Edgar Gros, nous apporter la bonne contribution à la préparation des Jeux de 2030 ? Déjà, deux points très concrets. Et ensuite, est-ce que le CNOSF va être mieux connu, mieux identifié, mieux écouté dans sa capacité à impacter les politiques publiques du sport et les débats citoyens, que ce soit la question des rythmes scolaires, que ce soit la question des élections municipales, demain du débat de la présidentielle, la question de quel avenir pour l'inclusion sociale, la question de c'est quoi les aménagements urbains qu'on veut pour notre pays, etc. Et est-ce que les fédérations sportives et les clubs vont avoir le sentiment qu'on les aura mieux aidés avec des services concrets, par exemple, pour leur décrypter ce qui se passe sur l'évolution de la prise en compte de la transidentité dans le sport, la laïcité, les enjeux de la radicalisation dans le sport, les enjeux de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Tu vois, je crois qu'ils attendent des solutions concrètes pour les fortifier, pour les aider. Et puis, dernier élément, est-ce que j'aurais aidé la transformation économique du monde du sport pour qu'il soit moins fragile sur le plan de ses moyens, qu'il ait bâti davantage de partenariats publics-privés avec des entreprises, avec des partenaires, avec des mécènes, avec des fonds d'investissement, pour que on ait donné au sport, dans un contexte budgétairement très fragile pour le pays, une assise suffisante pour continuer à monter en puissance, comme le sport existe dans les pays nordiques, comme le sport existe aux États-Unis, pour prendre par exemple ces deux situations inspirantes. J'ai aussi l'habitude de demander aux invités, quand ils sont à la tête d'un projet, je leur demande qu'est-ce qui pourrait tout faire foirer. C'est quoi les plus gros risques par rapport au succès de cette mission ? Moi, non, mais tu vois, par exemple, si on plante les Alpes 2030, ça va pas. Parce que ça remettrait en cause tout ce qu'on a vécu d'extraordinaire à Paris. Donc on peut juste pas se permettre. Et c'est cette volonté c'est en dehors de ton mandat. Enfin, c'est dans ton mandat, mais il faut y contribuer. Il faut y contribuer. Tu seras plus présidente sauf si tu es réélu. Oui, mais on a des choses à faire pour que ça se passe bien d'ici là. C'est sûr. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire chaque semaine, quoi. Donc des jeux qui foirent, on va dire. Je le dis un peu trivialement. Mais il n'y a aucune raison que ça se passe parce qu'on va faire en sorte, avec les deux régions, le comité d'organisation d'être prêt et le comité paralympique. Et puis, justement, si on ne sait pas assez démultiplier les énergies pour qu'il y ait plus de gens, y compris qui sont aujourd'hui pas dans le sport, qui viennent aider le sport. Moi, je pense que ce qui va nous sauver, c'est la fédération des énergies pour réaliser que le sport est un secteur d'avenir, que c'est une chance, que c'est une réponse à beaucoup des maux contemporains et que donc il faut absolument l'accompagner pour qu'il puisse grandir et se fortifier. Et que tout ce que, par exemple, le sport apporte à la société américaine, on arrive à apporter autant à la société française en termes de perspectives pour nos gamins, de confiance en eux, de place dans des parcours de réussite, de figures emblématiques de l'athlète dans tout ce qu'il a d'extraordinaire à inspirer en joie, en échec, en réussite au reste de la société. C'est tout ça, en fait, qu'on veut que le sport français puisse devenir pour la France. Tu l'as dit, les désengages, les collectivités peinent à trouver des financements pour le sport. Et dans ta politique, tu as dit un CNOSF fort, utile et moderne. En modernisant,
les moyens de financement. Ouais. Comment tu comptes t'y prendre sur l'aspect... Aller chercher des mécènes. Aujourd'hui, je le fais sur des projets, par exemple, de soutien au bénévolat, de mise en place de pools d'instructeurs sur les sujets de violences sexistes et sexuelles, en appui aux petites fédérations. Tu vois, je vais chercher des moyens de mécènes comme ça, et j'ai besoin d'en avoir davantage qui nous accompagnent. Je réfléchis avec des acteurs qui, aujourd'hui, monte des fonds d'investissement pour qu'on aille chercher des fonds pour, par exemple, bâtir des infrastructures sportives. Je fais en sorte que nos grands événements sportifs puissent compter sur davantage de sponsors, avec des boîtes qui ont envie de mettre de l'argent, mais qui doivent aussi s'y retrouver dans leur retour sur investissement. Ça veut dire que, par exemple, il faut les accompagner pour améliorer tout l'écosystème juridique, pour faire en sorte qu'elles puissent avoir des solutions d'hospitalité, pour recevoir des clients sans que ça soit requalifié en avantage en nature pour leurs équipes, qu'il y ait, quand elles ont des contrats d'image avec des athlètes, pas d'emmerde avec une requalification par les URSSAF en contrat de travail. Donc, tu vois, il y a aussi toute la création d'un environnement économique qui doit être à la hauteur pour que nos entreprises aient envie de continuer à investir dans le sport, la mesure de l'impact social pour qu'elles aient aussi des chiffres concrets pour démontrer cette utilité, cette valeur de l'investissement dans le sport. Ouais. Donc, pour leur politique RSE. Pour leur politique RSE, pour leur conseil d'administration, pour avoir des preuves de tout ça. Et ça, on doit les aider en ce sens. Donc, tu vois, cette transformation économique, elle est vraiment multifacette. J'évoquais tout à l'heure les liens aussi que je vais construire avec la Caisse des dépôts pour des prêts bonifiés pour nos clubs, la Banque publique d'investissement qui peut nous aider à fédérer des coalitions d'acteurs, que chacun s'y mette, tu vois, et qu'on aille tous investir dans le sport parce que, en fait, les Jeux de Paris 2024, on est toutes et tous des héritiers de ça. Il faut l'élan que ça nous a donné, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et ça peut pas être que le monde du sport pour le monde du sport. Et c'est audible, ça, plus largement. C'est un narratif qui est audible auprès des partenaires que tu. Pour l'instant, moi, j'ai plutôt vraiment une bonne traction dans les levées de fonds, voilà. carrément. Sport féminin, pourquoi ça bouge pas assez chez nous ? C'est quoi la mesure concrète qu'il faudrait pour qu'il y ait que ça bouge davantage? Moi, je pense que c'est la médiatisation. Il faut vraiment, c'est pour ça que je m'étais autant battue, tu t'en souviens, sur les droits de l'équipe féminine de foot pour qu'ils aient un diffuseur à la hauteur dans le cadre de la Coupe du Monde et tout ça. Il faut qu'on le montre parce que, en fait, on l'a vu avec récemment la Coupe du Monde de rugby, ça fait des audiences phénoménales. Quand on lui donne sa chance, on l'adopte, en fait, le sport féminin. Et que ça permette aussi de médiatiser des parcours de ces championnes extraordinaires qui ont des histoires, des parcours de vie dingues. Et aujourd'hui, on commence à le faire avec une Cassandre Beaugrand, avec une Pauline Ferrand-Prévot, avec une Lisa Barbelin qui nous avait émus aux larmes au tir à l'arc pendant les Jeux Olympiques. Tu vois, c'est ces personnalités, ces femmes qui sont rayonnantes, qui sont inspirantes, qui sont fraîches, qui peuvent tellement nous apporter. Il faut qu'on les fasse connaître encore plus pour que tout ça, ça donne envie à plein de petites filles de se lancer, que ça donne envie à des hommes investisseurs de solutions, dans des solutions pour des clubs masculins, de faire la même chose pour des sections féminines, tu vois, au-delà de ce qu'une Michelle Kang aujourd'hui est en train de faire, par exemple, pour qu'on ait plus d'investisseurs et qui se lancent dans ces aventures de soutien au sport pro et au sport de haut niveau, parce que c'est la locomotive qui derrière va permettre de structurer aussi la pratique sportive féminine, parce que les petites qui vont être inspirées, c'est des femmes qui demain feront du sport même si elles n'ont pas choisi d'être championnes. Donc tu vois, on a besoin d'incarnation. Je vais vraiment poser un peu les dernières questions et puis après il y aura un espèce de petit questionnaire en 60 secondes très 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 sympa, tu vas voir. Qui ont été les rencontres les plus déterminantes de ta vie? Les 5 rencontres. Clairement, parce que c'est un homme, un mari, un père, mais surtout aussi une personnalité et un leader que je trouve assez incroyable dans sa gestion du stress, dans sa prise de recul et dans sa solidité, dans sa robustesse mentale. Et on a tout à l'heure évoqué les moments qui ont été difficiles pour moi dans ma vie. Avoir un tel rock
à mes côtés, était une source d'inspiration pour moi, je ne jamais flancher. Donc ça, voilà. Mais il y a des femmes qui m'ont énormément inspirée. Je pense à quelqu'un comme Christine Lagarde, qui est pour moi vraiment une figure extraordinairement inspirante. Patronne du FMI ou de BCE? la BCE, mais avant des FMI. Ouais. Qui est une réussite, je trouve, absolument extraordinaire. Et puis mais tu l'as rencontrée, elle t'a des femmes outillé, aussi comme alors c'est quelqu'un avec qui je parle et je converse régulièrement, qui m'aide de temps en temps à m'aiguiller sur des choix. Mais tu vois aussi des femmes comme Marie-Josée Perret qui n'ont jamais hésité à montrer aussi leur part d'ombre et de fragilité. Parce que je pense que c'est ça la vie aussi, faut pas mentir. Moi, j'ai jamais raconté que j'étais un super-héros. J'ai mes moments down comme tout le monde, j'ai mes moments de doute, tu vois, et je pense que d'être capable de montrer ce qu'on est et notre capacité du coup à surmonter ces failles, ces fragilités qu'on a tous en nous, mais qui peuvent parfois aller de pair avec des forces extraordinaires. Pour moi, c'est ça la vérité de la vie, tu vois. Et en fait, j'aime les gens qui sont vrais. J'aime les gens qui essayent pas de montrer les muscles bêtement ou de jouer des coudes. Je trouve pas ça intéressant dans la vie. Donc, voilà, moi, c'est ça, les personnages inspirants que j'ai pu croiser. Puis il y en a plein que j'oublie, mais voilà, c'est à toutes ces personnes qui sont vraies et qui sont engagées que j'ai envie de rendre hommage. Ok. Écoute, super. On arrive en effet à mes petites questions de la fin. Tu connais peut-être le média qui s'appelle Sport Tricolore, oui. Qui est un gros groupe LinkedIn et un média. Ouais, et c'est super pour médiatiser les résultats. Et on s'est tapé dans la main, on s'est dit qu'on allait faire un petit questionnaire un peu dédié au Sport Tricolore. Et ce podcast s'appelle Dream Team. C'est le Sport Tricolore. Et donc, on a fait l'équipe de rêve du Sport Tricolore. Et donc, je vais te demander de répondre assez du tac au tac aux questions. Il y aura cette première section et il y en aura une deuxième. Et donc, tu peux y aller de manière la plus spontanée possible. Et voilà. Le ou la capitaine de ton équipe de rêve? Antoine Dupont. Les 5 légendes françaises, tous sports confondus, que tu alignes dans cette équipe? Léon Marchand, Pauline Ferrand-Prévot, Marie-Josée Pérec, Teddy Riner et Jeannie Longo. Le ou la stratège coach que tu prends pour diriger l'équipe? J'hésite entre Jérôme Darrette et Nathanaël Molin, qui aujourd'hui coach les frères Lebrun. Le ou la dirigeante française que tu intègres au staff? Florian Grill. Le patron de la Fédé de rugby. Le jeune talent français. Par sa force et sa volonté de modernisation. Ouais. Il sait qu'il partait d'un terrain difficile et il y a une capacité de s'arracher pour essayer d'obtenir un résultat pour le collectif. Le jeune talent ou la jeune talent français à suivre absolument? Tu as le droit de dire ton fils. Hein. Notre cycliste, Paul Sexas. Ok. La règle d'or que tu imposes à ce vestiaire, à cette équipe? Jamais désunis. Ok, super. J'en ai une autre petite, encore plus tac au tac, qui est pour le coup inspirée de Hugo Décrypte. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Vas-y. Le sportif ou la sportive qui t'a le plus inspiré? Je dirais Martina Navratilova. La politique ou le politique qui t'a le plus inspiré ou que tu admires le plus? Nelson Mandela. Le match que tu aurais rêvé de jouer, peu importe si c'est tennis ou autre compétition, mais autre sport? La finale aux Jeux Olympiques et Paralympiques, la finale de tennis en simple ou en double aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le lieu sportif le plus magique de France? J'aurais envie de dire Roland-Garros parce que justement ce match s'est déroulé là-bas et que je pense à cette finale tellement mythique de Djokovic. Ça a été tellement immense. La qualité indispensable d'un politique? La résilience, la force. Le mot que tes collaborateurs utiliseraient pour te définir? Je dirais l'exigence. Le mot... Mais je trouve ça...
Je pense qu'il dirait exigence et en même temps bienveillance. Oui. Parce Et que justesse, j'essaie toujours d'être juste. Et pour moi, l'exigence n'a aucune valeur si elle ne va pas avec cette bienveillance et réciproquement. Le mot que tes enfants utiliseraient pour te définir? Mam. Mais s'il devait... je sais, une très très bonne question. Idéaliste. Je pense qu'il me trouve idéaliste. C'est drôle. Les 3 mentors de ta vie. Bon, tu l'as un petit peu dit, mais... Les 3 mentors de ma vie, je dirais... je veux citer Emmanuel Macron parce que il m'a donné ma chance. Et quand vous donnez votre chance à quelqu'un de vivre son rêve, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et ça, je ne le remercierai jamais assez de ça. Ensuite, je pense qu'il y a un homme qui a beaucoup marqué ma carrière, qui était le numéro 2 derrière Henri de Castries, qui est Denis Duverne, parce qu'il était un monstre au sens positif du terme, de travail et d'éthique personnelle, et de voir voilà, cette exigence faite homme, avec en plus cette justesse et cette éthique personnelle, ça m'a profondément marqué et inspiré. Et je dirais, sinon, tu vois, typiquement Djokovic, pour moi, c'est ultime, parce que en fait, il est un peu de tout ce qu'on a dit depuis le début. Il n'a pas paniqué parce qu'il y avait Federer et Nadal qui étaient 2 génies absolus. Il a laissé sa force à lui s'exprimer avec le temps, avec une exigence supérieure, avec un ancrage, avec une capacité à allier le talent au travail, à se soucier du fond, de bâtir le jeu le plus costaud, le plus puissant possible pour in fine triompher et gagner tous les records. Mais quel homme et quelle épopée. Moi, ça me bouleverse. La qualité indispensable d'une présidence du Sénat? Le collectif. Un souvenir perso de Paris 2024 qui te marquera à vie? La remontée de Léon Marchand face à Christophe Milac sur le 200 mètres papillon, quand il finit par gagner, et l'émotion des Français à ce moment-là où on se dit mais c'est tellement grand. Un défaut d'athlète que tu as gardé et qui te sert encore? Le perfectionnisme. Si tu pouvais revivre un seul moment de ta jeunesse de joueuse? La finale de l'Orange Bowl, championnat du monde des moins de 14 ans aux États-Unis. Si tu pouvais inviter à dîner chez toi 4 personnalités sportives ou pas, quelles seraient-elles? Barack Obama, Michelle Obama, je crois que je les inviterais en couple. Giorgia Meloni, parce que je voudrais essayer de comprendre et de connaître et d'arriver à comprendre comment cette femme qui a ce parcours tellement improbable, qui vient tellement loin de mes valeurs, aujourd'hui est en train d'avoir une telle réussite. Je voudrais comprendre en fait de quel bois elle est faite de manière plus intime. Ça m'intéresserait beaucoup. Et après, tu vois, une personnalité, par exemple, comme Taylor Swift, quoi. Ouais. Alors, ça fait 5 personnes, tu vas me dire, mais pareil, c'est ce qu'elle incarne, ce qu'elle inspire, cette force-là. Mais tu vois, il y en a d'autres. Moi, j'ai cette chance d'être hyper émerveillée par les gens. Tu vois, quelqu'un comme Vanessa Paradis, la longévité, ce qu'elle incarne aux Français, une femme comme Sophie Marceau, ce qu'a pu incarner une Françoise Hardy, une personnalité comme Étienne Dao. C'est des gens avec qui je rêverais de dîner, d'avoir un moment pour les sentir, les découvrir et comprendre, ou même un Benjamin Biolay, tu vois. Pour moi, c'est extraordinaire l'empreinte qu'ils sont capables de construire avec le temps, ou un Alain Souchon. Tu vois, toutes ces personnalités-là, ou voilà, des acteurs incroyables. Tu vois, un Léo DiCaprio, pas du tout pour sa beauté, mais pour ce qu'il arrive, son talent, vraiment à exprimer, à faire passer. Ok. La valeur du sport que les politiques devraient adopter, selon toi? Le goût du vrai, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas de l'esbrouf, mais du travail de fond et du résultat qui apporte la gloire
et non pas une gloire bâtie sur juste de l'incantation. Exactement. Et ton plus grand rêve pour le sport français? De devenir un géant, pas seulement sociétal, qui l'est déjà à mes yeux, mais un géant économique, pour que de plus en plus de gens de talent aient envie de se tourner vers lui et qu'il puisse s'inscrire au cœur de nos vies. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Pierre. À bientôt. Vous n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est comme ça que le podcast peut grandir. C'est comme ça que je peux avoir des super invités comme Amélie aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, peu importe. J'ai besoin de ça pour développer le podcast. Je vous remercie d'être encore là. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu et c'est super. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci. Au revoir.